j'aimerais quand même introduire cette table ronde en disant qu'il y a 50 ans, alors oui, peut-être que dans la salle, il y en a certains qui n'étaient pas encore nés, mais il y a 50 ans, il y avait en France beaucoup de chantiers navals civils en particulier, et que au fil des années, soit ils ont disparu, et ceux qui restent, et il y en a deux autour de la table, donc ceux qui restent, eh bien, ont drastiquement changé. Alors, pour cette table ronde qui est quand même dont le sujet est la construction, enfin les chantiers navals civils en France, c'est un petit peu long, mais c'est comme ça. Nous avons invité donc deux chantiers, Laurent Castin avec le chantier de l'Atlantique, Vincent Vaujour de Piriou, Bertrand Bonneville, partenaire de BRS, et puis Gaël Caillot, qui représente les armateurs, un armateur, ou du moins les armateurs dans cette table ronde, de chez LDA, donc de Louis Dreyfus, armateur. Donc voilà, je passe la parole à Patrick. Oui, merci. Bonsoir à tous, bonsoir aux membres, bonsoir aux auditeurs et bonsoir aussi aux invités qui nous font le plaisir de participer. Et un grand merci déjà aux 4 intervenants qui ont fait le déplacement, en particulier à Laurent et Vincent qui sont venus de leur basse province. Voilà, donc en quelques mots, déjà quand même, parce que peut-être que tout le monde ne connaît pas tout le monde, donc au niveau des intervenants, donc Laurent Castin, tu es directeur général de Chantier d'Atlantique, de Chantier d'Atlantique. Et donc après l'X-Elensta, tu as débuté ta carrière à Saint-Nazaire, à Chantier d'Atlantique. Tu as travaillé chez Alstom Transport, puisque à l'époque, Chantier était rattaché à Alstom. Donc tu as aussi été faire du ferroviaire et du transport à La Rochelle et au Creusot. Ensuite, tu es revenu au chantier comme directeur industriel et puis DG adjoint. Ensuite, tu pars au port autonome de Saint-Nazaire, ça c'est quand même une expédition. Tu vas un peu plus loin, tu vas au Havre comme président du directeur du Grand Port et tu reviens il y a 12 ans comme directeur général de Chantier Atlantique. Ensuite, Vincent Vaujour. Vincent, donc après un BTS et l'Estacade, tu démarres ta carrière chez Pistic, du temps où il y avait des motoristes français. Tu deviens ensuite PDG des ateliers normands à Lorient, qui est une société qui travaille dans le domaine de la mécanique. Et tu arrives en 2010 chez Piriou, tu prends des fonctions de directeur général de plusieurs filiales, successivement avant de devenir en 2015 directeur général du groupe et président du groupe en 2020. Alors, Bertrand Bonneville, donc un parcours un petit peu particulier parce que lors de son stage de fin d'études d'ingénieur, on lui avait dit, bah écoute, les chantiers ferment, donc architecte naval, c'est pas un métier, si tu veux si tu veux te nourrir, fais du business, voilà. Donc, il a fait des études, un diplôme à l'ESSEC, et puis il est rentré chez BRS, Barry, Rogliano et Salles, et il devient rapidement l'un des seniors de l'industrie, à développer et participer à des transactions et des projets. Et d'ailleurs, c'est là que je l'ai rencontré sur des projets offshore. Et il a contribué à la mise en place de structures et de savoir-faire pour répondre aux demandes des institutionnels s'agissant d'assistance à la maîtrise d'ouvrage, conseil et d'exécution des marchés. Et plus récemment, il a contribué à la participation de BRS à des mandats d'acquisition-vente de sociétés. Alors, Gaël, le dernier à être présenté, Gaël Caillot. Gaël est ingénieur arts et métiers et il débute sa carrière à Transmanche Link. Et il passe 22 ans chez Subsea 7, c'est un petit peu difficile à prononcer, jusqu'aux fonctions de vice-président en charge des grands projets, des projets globaux.
et président de Subsea 7 France. Et là encore, c'est à cette occasion de projet avec Subsea 7 que je l'ai rencontré. Et ensuite, il devient directeur général d'Entrepose Contracting, et depuis 2021, il est directeur général des énergies marines renouvelables chez Louis Dreyfus Amateur. Voilà. Bon, alors la table ronde se déroulera en 2 temps. Nous avons d'abord prévu un temps où les 4 intervenants répondront à tour de rôle à des questions que Geneviève et moi avons préparées avec eux. Et ensuite, donc en gros vers 18h, il y aura un temps de questions-réponses avec vous tous, avec la salle, avant que le président de l'Académie clôture, sachant qu'il nous faut avoir libéré la salle, si j'ai bien compris, à 19h au plus tard. Voilà. Alors la première question, je vais commencer par Bertrand, mais chacun d'entre vous, au niveau des intervenants, répondra. La première question, c'est comment voyez-vous les nouveaux développements dans le domaine des énergies, et en particulier dans le domaine des champs d'éoliennes en mer? Ces nouveaux développements vont-ils apporter une charge de travail conséquente et de longue durée pour nos chantiers et, de façon plus générale, les entreprises du naval? Voilà, donc Bertrand, vous ouvrez le feu. Non, c'est en haut. C'est bon là, on m'entend bien. Bon, alors donc c'est les... Merci Jean-Pierre, merci. Merci de ta question. Comment on les voit? Essentiellement, il y a quelques témoins dans cette salle ce soir, essentiellement comme des nouveaux navires à construire, sur toute la chaîne, sur toute la supply chain de l'éolien. Quel est pour en parler également. Donc essentiellement des nouveaux navires à construire. Les premiers ont déjà été lancés il y a une dizaine d'années. Il y a aussi des changements d'échelle, de taille des navires. Il y a des évolutions même sur les fonctions des navires. Et donc c'est pratiquement toute une nouvelle gamme d'unités flottantes qui sont issues soit de la construction navale, mais aussi pour certaines, d'ailleurs il y a un témoin ici, de la conversion d'autres unités pour les remplacer sur les fonctions qui ont trait soit au levage lourd offshore pour l'éolien, soit à toute la chaîne logistique et d'approvisionnement vers les futurs champs éoliens ou vers les champs qui sont en installation. Voilà. Et il ne faut pas oublier évidemment toutes les unités qui viennent très en amont de ces projets, qui sont des unités de géotechnique et physique assez spécialisées qu'il faut en ce moment construire également ou transformer. Merci Bertrand. Alors peut-être on peut avoir le point de vue si je peux dire, des armateurs, de prendre des armateurs. Alors je vais commencer par un vue plus global que celle des armateurs, puisque là on parle du sujet de l'éolien en mer. C'est une industrie complète qui se propose à nous, puisqu'elle se développe. Et avant ça n'existait tout simplement pas. L'industrie offshore sur les côtes françaises n'existait pas. Fort heureusement, il y avait des composants dans plusieurs entreprises françaises de compétences de construction offshore qui sont maintenant utilisables au service de cette nouvelle industrie. Mais c'est déjà une opportunité énorme pour tout un tas de filières différentes. Et comme c'est en mer, il y a de fait une opportunité pour les armateurs. Il y a aussi un côté important quand on dit filière éolien en mer en France, c'est le côté français. Et pour des raisons que maintenant tout le monde, je pense, maîtrise, d'acceptabilité de ces projets, de juste retour sur, sans aller parler de compensation d'externalités négatives, mais un juste retour d'occupation de zones de territoire, de partage de zones en coactivité, il y a une attente assez forte de retour en termes d'emploi. Donc d'emploi, que ce soit des emplois directs de personnel ou d'industrie au service d'eux. Donc c'est forcément une opportunité qu'on doit saisir. La question c'est à quelle échelle sommes-nous capables de la saisir? Cette industrie existait déjà donc par la partie éolienne en mer du Nord qui était plus avancée que la partie France. Et l'industrie maritime, et on va en parler un petit peu, vivait déjà sa vie à un certain rythme. Et quelle est l'opportunité que représente cette industrie éolienne pour qu'une partie de cette composante marine revienne en France sous divers aspects, que ce soit les navires, que ce soit les marins et les services sous-jacents. Donc voilà ce que je pourrais dire. C'est une opportunité bien évidemment très très vaste, avec une composante maritime forte qu'il faut qu'on puisse attraper, en tout cas pour partie. Merci. Alors voilà, il faut l'attraper, mais après, va-t-on réussir à l'attraper? Donc je vais me tourner vers Laurent. En région Atlantique,
ont déjà, si je peux dire, commencé à s'impliquer, mais tu vas nous l'expliquer sans doute en quelques mots à travers des sous-stations. Mais derrière ça, en plus, ayant été au Havre et à Saint-Nazaire en tant que directeur de port, tu as aussi sans doute un point de vue, et donc si tu pouvais nous faire partager tes idées, Laurent. Oui, alors, d'abord bonsoir. C'est très surprenant de commencer une séance sur la construction navale par l'éolien offshore. C'est inattendu. Mais c'est très bien tombé, hein, je veux dire. Alors, première chose d'abord sur les énergies marines renouvelables, qui sont quand même essentiellement aujourd'hui l'éolien offshore et l'éolien offshore posé. Il y a beaucoup d'esprits en France, il y a beaucoup de gens que je rencontre en France qui, quand je les croise, me disent « Mais vous croyez que ça va exister ?» hein. Et alors là, je leur dis « Attention, regardez au-delà de la France, c'est déjà en train d'exister. Il y en a qui sont en train de couvrir la mer du Nord et du Sud de la Baltique de champs éoliens en mer. Hein. Là-dessus, il ne faut pas avoir trop de doutes, ça marche. Est-ce que ça marche économiquement ? Un grand nombre des gens qui développent ces champs en mer du Nord et en Baltique, aujourd'hui les développent sans aucune protection tarifaire. C'est-à-dire qu'ils développent le champ et ils se disent on arrivera à gagner de l'argent en vendant l'électricité sur le marché. Alors ça c'est un premier point que je voulais préciser parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des doutes. Je veux dire que dans le nord de l'Europe, il n'y a pas de doute hein, sur la question de l'éolien en mer. Une deuxième remarque par rapport à l'éolien en mer, c'est que si on regarde le nombre de gigawatts qu'on annonce dans le Green Deal, qu'on transforme tout ça par des règles de 3 en acier à transformer, on retrouve ça avec les coefficients de la construction navale, et là on découvre une chose qui peut être très surprenante, c'est que aujourd'hui, nous n'avons pas la capacité en Europe à faire le programme d'éolien en mer de Green Deal. Donc à la question, est-ce qu'il y a du travail? La réponse c'est oui, et même il y en a plus que ce que l'on peut faire si on compte de manière simple avec des règles de 3 et avec des tonnes d'acier. Donc là, il y a une grande opportunité. Ce qui est vrai aussi, on a commencé avec les navires, et c'est tout à fait justifié, puisque ces champs nécessitent des navires tant pour être construits que pour être maintenus. Donc il y a bien des navires à construire, mais il y a aussi des champs à construire. Et donc ça veut dire qu'il faut qu'une partie de notre construction navale mute de la construction purement navale à la construction maritime. Et comme c'était souligné, en France, on n'a pas beaucoup donné dans ces constructions-là jusqu'à présent. C'est possible. Nous, on a commencé notre mutation. Et il y a des chantiers navals qui ont complètement basculé vers l'éolien en mer. Il y en a un auquel je pense qui est le chantier de FH Smulders à Hoboken à Anvers. C'était un chantier naval. Aujourd'hui, ils font exclusivement de l'éolien en mer. Et à ma connaissance, ils se portent pas mal. Merci Laurent. Et donc Vincent, si tu peux nous exprimer ton point de vue en tant que, en quelque sorte, représentant des chantiers navals de moyenne taille, est-ce que pour toi, effectivement, il y a des perspectives qui sont ouvertes par l'éolien en mer? Alors, merci Patrick. Avant d'adresser la question des EMR, je voulais quand même avoir quelques petits propos préalables. D'abord en remerciant l'Académie de Marine pour son invitation. Je ne sais pas si vous avez bien fait de m'inviter, mais en tout cas, moi, ça me fait plaisir. Le deuxième point, c'est qu'on parle ici quand même, je le recadre, de la construction navale civile. Et moi, je voudrais rendre un hommage qui est assez paradoxal à ce sujet. Je voudrais rendre hommage à notre Marine nationale, à la DGA, au SSF, parce que la réalité aujourd'hui de la construction navale en France civile, c'est qu'elle est duale et que probablement, sans l'activité militaire, elle n'existerait plus, à part Laurent évidemment qui est sur un secteur particulier, mais aujourd'hui quasiment tous les chantiers ont une double activité. Donc si on n'avait pas la Marine nationale française, il y aurait probablement plus beaucoup de chantiers en France.
Donc je voulais quand même rendre cet hommage, et je pense que c'est un point important dans l'équation, dans les réponses aux questions qu'on a abordées aujourd'hui. Après, pour continuer un petit peu sur l'état des lieux, quand même, pour fixer les choses de la situation et compléter ce que Geneviève a pu dire, je voudrais rappeler juste 2-3 chiffres pour cadrer le débat. En 1980, alors on revient en navire civil, en 1980, 80% des navires battant pavillon français étaient construits en France. 80%. Aujourd'hui, on est descendu sous la barre des 10%. Donc ça montre quand même l'ampleur des dégâts en 40 ans. Et en corollaire, évidemment, le nombre de chantiers qui existaient dans les années 70 ou 80 ont été divisés par 5 par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. Alors maintenant, je vais arriver à la question des EMR, mais je pense que c'est quand même important de donner quelques chiffres pour cadrer le débat. Sur les EMR, en ce qui concerne les navires en tout cas, alors il y a des chantiers effectivement qui ont fait une mutation et qui sont transférés leurs activités vers les EMR, ou comme toi Laurent, sur aussi les sous-stations, les jack-up. Mais en ce qui nous concerne, nous, les navires, il s'agit de navires de pause, il s'agit d'un HTS, il s'agit de SOV, et il s'agit aussi de CTV, donc Crew Transfer Vessel. En ce qui concerne les 3 premiers navires, c'est des navires de grande taille, et aujourd'hui, très clairement, l'ensemble de ces navires, ou la quasi-totalité, est construite déjà en Asie, et il va être difficile de les rapatrier. Restent les CTV, où pour le cas de Piriou, on en construit, mais on les construit déjà en Asie, et seuls quelques chantiers français en construisent encore, je pense à OCA, de Lavergne, qui en tout cas participe à ces constructions-là. Mais la réalité du marché, c'est qu'elle est passée vers l'Asie. Donc nous, notre vision aujourd'hui, c'est que sur les navires, ça va être compliqué, c'est sans doute un gros marché pour tout le monde, mais l'Eldorado pour la construction n'est pas là. En revanche, j'y vois un gros intérêt sur la réparation, puisque c'est des navires qui vont être répartis un peu partout sur les façades maritimes françaises. Aujourd'hui, on a la pêche qui décline, etc. Et donc, ça peut être un marché de substitution pour nous, en tout cas. Bon, donc on a fait le point et un tour de point de vue sur les EMR. Un autre sujet qui est quand même à l'ordre du jour, c'est la décarbonation. Décarbonation du transport maritime. Donc juste pour mentionner, c'est que l'Académie de Marine et l'autre section, est en train de faire une étude qui sera sur la décarbonation du transport maritime, qui sera terminée, je regarde Pierre, début 2025. Je participe aussi, je sais à peu près, début 2025. Alors, décarbonation, on en entend souvent parler, donc ça veut dire également, pour les nouveaux navires, des contraintes différentes, et également soit des modifications pour les navires existants, soit du rétrofit. Alors, est-ce que les chantiers actuellement sont adéquates, peuvent faire ces modifications ou construire des bateaux nouveaux en ligne avec les nouvelles règles de décarbonation? Et est-ce que vous êtes prêts, les chantiers toujours, à saisir ces opportunités? Alors, Laurent, encore une fois. Je veux bien. Lourd sujet, la décarbonation, d'abord, donc traiter ça en quelques minutes, c'est loin d'être simple. D'abord, on va commencer par une douche froide. Est-ce que c'est vraiment une opportunité? Pas certain. Nos amis, mais qui ne sont pas nos amis chinois, coréens et japonais, ils sont déjà bien avancés sur tous ces sujets. Aujourd'hui, ils sortent des navires qui marchent au gaz, des navires qui marchent au méthanol, ils en sortent qui marchent à l'ammoniac. Ils sont en train d'essayer tout, au minimum dans des versions simples, mais ils y arrivent. Donc, personnellement,
je ne crois pas qu'à l'occasion de la décarbonation, il va y avoir un grand basculement où la construction navale va revenir en Europe parce qu'on aura trouvé les bonnes méthodes et qu'on saura faire mieux et plus vite que les autres. Alors, il n'empêche, il va falloir décarboner, il va falloir transformer beaucoup de navires. Et ça va donner du boulot, et comme toujours, dans la construction navale qui est à l'échelle mondiale, quand il y a beaucoup de boulot, la vie est plus facile pour les chantiers navals en règle générale. Donc ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Un des problèmes qu'on a en France pour profiter de ça, c'est qu'on n'a pas d'équipementier, ou pas beaucoup d'équipementiers. Hein. Et ça, c'est une des faiblesses de la France maritime aussi. Hein. C'est que les équipementiers sont partis ou ont été rachetés. Alors, les équipementiers sont en train de faire plutôt des jolies choses parce que tout le monde est obligé d'avancer. L'autre grande difficulté, hein, c'est que quand aujourd'hui on voit un armateur qui dit faites-moi un navire vert, honnêtement on ne sait pas quoi lui répondre. Hein. On a des solutions, on voit des pistes, mais ça patauge quand même pas mal. Il faut finir de mettre au point la technologie, ça, pas trop mal, mais quelle est la technologie qui va l'emporter, quel est le carburant qui va l'emporter, ouh là là, qu'est-ce que c'est difficile. Et quand même, il y a des jours, hein, bon ça va, il n'y a pas trop d'écologistes dans la salle, on se dit, le gazole, le diesel, qu'est-ce que c'était bien, hein, qu'est-ce que c'était compact, efficace, hein, et comme carburant, et comme machine à transformer. Et toutes les autres solutions ont quand même beaucoup d'inconvénients. Hein. Et un dernier point, alors bon, on y est, hein, c'est un mouvement. En fait, on n'a pas le choix. Il faut décarboner, les autres décarbonent, nous aussi. Il vaut mieux être un petit peu en avance. Ça pose des problèmes nouveaux. Il y a quand même pas mal d'ingénieurs en France, il y a des bons ingénieurs. Là-dessus, on s'en tire pas mal. Il y a beaucoup de gens qui mentent aussi. Il y a des gens qui disent qu'ils savent faire, ils ne savent pas faire, et qui connaissent quelques déboires au moment des livraisons. Donc là, il y a quand même des opportunités à prendre. Un autre point aussi, pour ce qui est de la R&D, on est plutôt pas mal soutenu, pas trop à se plaindre, c'est jamais facile d'avoir les budgets de R&D, mais en se battant un peu, on arrive à les avoir. En revanche, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas en France, c'est le problème de l'industrialisation et des premières montes. C'est normal, les armateurs, ils ne sont pas prêts à partir au milieu de l'océan avec un engin qui sort d'un laboratoire. Et donc, ils disent, on veut un peu essayer. Et évidemment, quand on essaye ces nouvelles machines, elles n'ont pas encore atteint des prix industriels parce qu'on n'en a pas produit beaucoup. Donc ça coûte très cher à l'armateur. Et là, il n'y a pas beaucoup de dispositifs d'accompagnement pour les premières montes, les premiers essais en taille réelle. Or, les armateurs, ils veulent du Cyproven. On ne leur fera pas des super navires décarbonés d'un seul coup, ils iront doucement, et il faut qu'on ait des dispositifs d'accompagnement. Ça manque un petit peu en France actuellement. Alors, la liaison, elle est toute trouvée, parce qu'en fait, on a un armateur sous la main, je dirais. Donc, Gaël, qu'est-ce que tu peux répondre? Alors, je peux compléter au-delà de la réponse. Alors, effectivement, l'Asie progresse, et on va y revenir en parlant plus spécifiquement de chantier, mais je pense que ça représente quand même une opportunité, cette décarbonation, parce qu'on n'a pas encore de standard. Déjà, comme ça a été évoqué, il n'y a pas une seule solution qui prévaut. Hein, effectivement, ça a été dit, redit, on le sait, le fossile c'est super, c'est pas très lourd, ça se transporte bien, ça se transforme bien. Voilà, c'est génial. Une fois qu'on a dit ça, on constate qu'il y a des inconvénients chaque jour un petit peu plus, donc il faut passer à autre chose. Et là, on a un éventail de solutions possibles qui, en fonction des utilisations, sont plus ou moins adaptées. Donc pour le thème qui sous-tend à notre discussion aujourd'hui des EMR, ça représente quand même des opportunités. Ensuite, certains armateurs, en tout cas j'en connais un, qui ne va pas juste voir un chantier en disant faites-moi un navire vert, mais qui travaille en amont avec des architectes navals, avec ses ingénieurs pour pré-designer des solutions, et on se dit voilà, on a tel type de solution, telle autre solution. Et nous-mêmes, parce que quand on est armateur dans les EMR, on est toujours au service d'un client, et donc on va être à l'écoute de ses demandes sur ses objectifs de décarbonation. Et pour ça, donc en tout cas chez LDA, on a travaillé sur différents concepts pour pouvoir répondre à ces différentes demandes, que ce soit des solutions hydrogène, pour lesquelles on a un concept basique qui existe, et on a une approval in principle du BV,
On a un concept électrique qui est complètement mature, qu'on essaie de placer. On a un concept méthanol aussi qui est complètement mature. Et on essaie de pousser ces solutions, et Vincent l'a mentionné, sur les navires de type CTV, de taille plus petite. Parce que pour les gros navires, de la même façon, ces grosses constructions ne seront pas rapatriées. Et Laurent a souligné une faiblesse qu'on a également, c'est les équipementiers. Voilà, j'ai connu des moteurs pisstiques dans ma jeunesse. Mais voilà, c'était, je vous parle d'un temps qui est moins de 20 ans, voilà, tout à fait connaître. Mais donc on a cette faiblesse parce que quand on va parler de construction navale, la guerre des coûts avec l'Asie existe depuis des décennies, mais l'Europe, si on veut parler un peu UE, continue à marquer des points grâce aux équipementiers, quand même. Alors après, on peut aussi regarder ce qu'il fait un petit peu dans le Nord. Si on passe de l'autre côté de la Belgique ou de l'autre côté de la Baltique, il y a quand même des États dans lesquels des industries de construction avec des équipementiers ont réussi à perdurer. Et je pense à chaque fois sur des solutions innovantes. Donc je pense qu'il y a des choses à aller chercher sur ces côtés d'innovation en solutions intégrées. Et puis, comme je crois, mais Vincent parlera mieux que moi, Pierre-Lieu se développe en allant chercher une construction à peu de valeur ajoutée à l'extérieur et en rapatriant. Je pense que c'est une bonne stratégie. Et qu'à ce titre, les innovations qui peuvent venir pour le côté décarbonation sont intéressantes. Très spécifiquement dans l'éolien, qu'est-ce qu'on produit sur un champ éolien? De l'électron. Et puis, alors, dans la phase de construction un petit peu moins, mais dans les phases d'ONM, les navires partent tous les jours du même endroit pour aller au même endroit 365 jours par an. Et donc, on sait gérer à partir de là, en tout cas sur le principe des notions de rechargement, voire des notions d'avitaillement si on veut partir sur des solutions de méthanol. L'hydrogène arrivera, je suis moins convaincu pour certaines applications, mais c'est une solution qui est techniquement valable. Et il y a un tropisme hydrogène, on en parlait tout à l'heure avec Laurent, qui se développe parce que les producteurs d'énergie, parce qu'on voit l'éolien produisant de l'électricité, mais les gens derrière sont des énergéticiens, le marché de l'électricité est parfois volatile, les longues lignes d'export sont des choses onéreuses, donc l'hydrogène pourra peut-être être une alternative. À partir du moment où on a des molécules, le producteur peut être intéressé pour les réutiliser en interne, donc on ne peut pas complètement écarter ces solutions hydrogène. Donc là où je voulais en venir, c'est que nous on est prescripteurs, en tout cas certains, donc on ne laisse pas les chantiers tout seuls en disant démerdez-vous pour nous faire quelque chose. On arrive avec des cahiers des charges précis, même si on va chercher bien sûr un endoucement des solutions. Et puis, ces briques technologiques n'existent pas toutes en Asie comme ça toutes faites, donc il y a des opportunités à prendre en termes de design et de réalisation, particulièrement sur les petits navires, sur lesquels c'est quelque chose qui est en train de se développer, qui n'est pas encore mature. Alors, une réponse de Vincent, alors avant de passer à Bertrand. Oui, alors moi je peux parler de la construction et tu as évoqué aussi, Geneviève, les refits. Donc sur la construction, rapidement, il y a une vraie problématique de logistique globale. Hein. Nous, en ce qui nous concerne, on est très actifs dans ce domaine. On a construit des cargos à voile qui fonctionnent bien, même si aujourd'hui il y a des problématiques sans doute d'échelle et de massification qui doivent rentrer en compte. On a également construit le premier navire significatif à l'hydrogène pour la région Occitanie, mais la réalité des choses, c'est que le bateau aujourd'hui a une bimotorisation hydrogène et gasoil et ne fonctionne qu'au gasoil. Parce qu'il y a un problème de logistique, parce que dans les ports aujourd'hui, il n'y a pas la capacité à fonctionner à l'hydrogène. Donc là, il y a une vraie vision, une vision générale qu'il faut intégrer et qui malheureusement n'est pas encore établie et souvent on bute sur des problèmes de logistique. Si je fais juste un petit point sur les refits aussi, parce que c'est des solutions qu'on considère comme intermédiaires. Donc nous, de notre côté, on a eu quelques expériences. Il y en a une très positive sur un bateau qui s'appelle Polarcy, qui fait des trajets en Arctique et qu'on a transformé d'un diesel classique vers une propulsion électrique avec groupe électrogène. Donc là, on a pu décarboner de l'ordre de 20%. Ça s'est plutôt bien passé, mais c'est quand même des décarbonations relativement limitées. Un autre exemple qui lui est plutôt négatif, on a travaillé sur la transformation d'un navire de pêche à l'hydrogène sur un projet qui s'appelle Pilotis. Et en fait, on se rend compte que pour pouvoir transformer un chalutier gasoil à l'hydrogène, en fait, on utilise l'ensemble du volume de la cale pour avoir une autonomie, pour stocker de l'hydrogène, pour avoir une autonomie qui est 2 fois inférieure. Et donc ça pose des problèmes. Et puis, juste plus pour l'anecdote, mais quand même, ça fait longtemps qu'on cherche. Il y a à peu près 20 ans, j'ai été interrogé par la région Bretagne et puis le département du Finistère sur la décarbonation de leur flotte de navires pour les îles, en particulier Ouessant, etc.
Et donc on a travaillé sur le sujet. Il se trouve qu'à l'époque, il y avait des moteurs à l'origine diesel qui tournaient, accrochez-vous bien, à la graisse de cochon. Et ça fonctionnait. Il y avait des centrales en Belgique comme ça, etc. Et donc quand on pousse le raisonnement, sur quoi ça a buté cette histoire? C'est qu'en fait, on s'est rendu compte que pour alimenter l'ensemble de la flotte régionale, il fallait couvrir la Bretagne de porcheries. Donc on voit bien qu'il y a une limite à tout ça et qu'il faut avoir une vision globale, sinon ça ne fonctionne pas. Et juste pour terminer, le refit c'est bien, mais je pense que le sujet est tellement sérieux qu'il faut concevoir un navire pour qu'il soit décarboné. Donc on doit être sur du bateau natif. Et je crois peu, du coup, à part quelques petites opportunités comme ça, au fait qu'on ait un refit efficace. Parce que le bateau n'est pas initialement conçu pour ça. Alors Bertrand, avec ta vision, disons un petit peu donc, française, certes, mais une vision plus internationale, qu'est-ce que tu vois sur les marchés? Alors, merci, je viens de poser la question. J'essaie juste de reprendre les quelques points qui ont été évoqués précédemment, comme disait Laurent. C'est pas certain qu'il y ait autant d'opportunités que ça dans la décarbonation en tant que telle. Parce qu'on ne sait jamais de quel côté va tomber la pièce. C'est pour Laurent là-dessus, parce que toujours pas, quand on écrit multi-fuel dans une spec, il y a pas mal de spécialistes dans la salle. Deuxième point, pour en dire ensuite sur ce que disait Gaël, c'est quand même des opportunités pour les armateurs. Et là, je vais revenir juste après sur le problème capacitaire qu'on a. Quand je regarde le marché, il y a du marché, où est-ce qu'on va? Et juste pour rebondir également, ce que je vais faire aussi sur le point de Vincent, c'est effectivement sur des unités de petits gabarits, on peut sans doute espérer passer des innovations qui seront des innovations assez, je dirais, et qui peuvent être développées en France, malgré effectivement l'insuffisance d'équipementiers en France, ça c'est très clair. Donc, tout le secteur offshore que tu connais bien, on sait bien que quand on fait une spec pour l'offshore, en général, la plupart des équipementiers, ils sont d'abord européens hors France, ou alors maintenant on en trouve ailleurs évidemment en Chine et en Corée, etc., et au Japon également. Donc d'abord, la décarbonation en termes de volume, je ne vais pas me prononcer plus loin que ça, c'est une demande constante. Encore une fois, il y a des témoins dans cette salle qui sont tous les jours en train d'essayer de chercher les chantiers, de chercher des solutions industrielles pour réaliser des bateaux, qu'ils soient petits, moyens ou gros. Je crois qu'on viendra aussi sur l'histoire du créneau qui peut nous intéresser en France en particulier, ce serait une manne pour Vincent et pour Laurent. Et donc on a un problème capacitaire au sens large, c'est-à-dire que quand moi j'ai vu le champ de Saint-Nazaire s'installer juste devant ma maison, j'habite devant le champ, j'ai vu des bateaux continuer, j'ai vu à peu près défiler tout ce qu'on faisait en offshore. Je sais très bien, y compris le Pioneer Spirit, Patrick connaît très bien. Donc je me suis dit, bon, d'accord, on plante des éoliennes, peut-être qu'elles sont flottantes un de ces jours, mais en tout cas, il y a toute la flotte de mer du Nord qui descendait. Je pouvais pratiquement vous donner la couleur des yeux de chaque capitaine, l'origine du bateau, ce qu'il avait fait avant, après. En plus, aujourd'hui, c'est assez facile sur les bases de données. Donc globalement, problème capacitaire, parce que tous ces gens-là, ils sont à la fois encore dans le oil and gas, l'offshore, mais aussi l'offshore éolien, et ils ont besoin de construire des navires. Donc moi, si je suis là ce soir, c'était pour en parler. C'est-à-dire qu'au plan international, quand on se met dans le marché aujourd'hui pour faire des bateaux, y compris ceux TL par exemple, les CSOV, qui sont des bateaux d'un gabarit encore assez petit, on va dire, sous la barre des 100 mètres, on arrive à trouver quelques solutions, je dirais, européennes, mais globalement, on se retrouve rebalancé sur une poignée de chantier. Et je dis bien une poignée, c'est ce qui va peut-être vous étonner, de type asiatique. Alors je ne parle même pas de la Corée et du Japon, qui sont sortis complètement de ce level aujourd'hui. Donc voilà, la situation, c'est qu'on a une forte demande, en général, qui vient de la plupart des secteurs offshore, c'est-à-dire tout ce qui est énergie offshore, plus toute la demande qui vient en surcouche sur des gabarits intermédiaires comme les RoPax, les RoRo, qui ne s'adressent pas dans le marché actuel, y compris du côté de la Chine, contrairement à ce que certains voudraient tout de suite vouloir penser, c'est que si un Chinois rentre dans le jeu, c'est perdu, pas du tout. Donc voilà ce que je voulais dire à peu près. Merci Bertrand. Donc il va falloir peut-être qu'on accélère un peu, parce que si on veut laisser du temps aux échanges avec la salle. Il y a un sujet qui a été abordé un petit peu en filigrane là, dans les choses qui ont été évoquées par vous tous d'ailleurs, qui étaient en fait les capacités des chantiers français. Les capacités des chantiers français aujourd'hui, en fait, elles ne couvrent pas l'ensemble du spectre, puisque en gros, dans la gamme en gros 100 mètres, 200 mètres, on n'a pas aujourd'hui de chantier en France qui ait la capacité, bien évidemment, sur l'Atlantique là, mais qui soit optimisé pour cette taille de navire depuis la disparition des ateliers chantiers du Havre, en fait, qui était le dernier survivant. Cette capacité a disparu,
et voire même pour les bateaux de taille plus petite. J'entendais parler des CSOV tout à l'heure. Les CSOV font aujourd'hui de l'ordre de 19 à 20 mètres de large. Et en fait, les formes de construction de Piriou, Socaranam et autres chantiers, en fait, ne permettent pas de recevoir au-delà de 18 mètres. Et donc, on a une difficulté, et on constate d'autre part que le marché est quand même très actif dans cette gamme-là, en gros 100 mètres, 200 mètres, pour parler simple. Et donc, j'aimerais avoir votre avis à chacun sur qu'est-ce que vous pensez de créer ou acheter un chantier en France, ou bien en Europe sous capitaux français. Alors, si vous faites attention, le titre, c'est la construction navale civile française, et c'est volontaire, on n'a pas mis en France, parce que peut-être que finalement, une possibilité, ce serait non pas de recréer un chantier en France, peut-être compliqué, mais de retrouver via un partenariat ou via un rachat un chantier hors de France, mais sous capitaux français. Voilà, je vous livre la question, et donc je commence par la poser à Bertrand. Et donc, voilà. Merci pour ta question. Alors, en fait, je vais évidemment très très vite passer la balle à Vincent et Laurent. S'agissant de capacité, puisqu'on a parlé du problème capacitaire, il reste forcément des capacités inutilisées. Alors, est-ce qu'on peut toujours... Donc, la première question, c'est où, comment, et comment les remettre, comment les réactiver, parce qu'on sait aussi, par exemple, que dans le secteur industriel, parce que ça reste industriel au bout de la chaîne, s'agissant de l'Europe, on ne trouve plus le bras. Sur ce, enfin, je prends la question telle qu'elle est. C'est vu du point de vue complètement, je dirais, neutre. Si aujourd'hui il y avait un chantier qui pouvait adresser une demande qui va être sur plusieurs années, on n'est pas sur des pics de demande, parce qu'on est sur des flottes qui se renouvellent déjà, plus des flottes qui se créent. Donc si on avait aujourd'hui une entité, je vais aller droit au but comme le temps est compté, si on avait une entité un peu comme ce que font VART, que vous connaissez bien à la gauche, VART, qui sont pratiquement les seuls players maintenant actuellement en Europe, à part quelques camarades qui sont du côté de, disons, de la Hollande. Et j'ai volontairement pas pris en compte, là, parce qu'après on va passer à la géopolitique et ça va, enfin on ne sait plus où on va, je ne prends pas en compte la Turquie. Donc voilà, donc en fait, dans ce problème capacitaire-là, c'est vrai que nous, ce qu'on voit au day-to-day, c'est que si on avait un autre interlocuteur européen qui était dans des niveaux de compétitivité, comme ça on tire un trait très très long, je vais pas regarder, on ne va pas rentrer sur des problématiques détaillées de coûts de production, de coûts horaires du travail, etc. On aurait définitivement pas remplir la barque. Voilà. Maintenant, je n'ai pas complètement répondu à ta question, mais je passe le micro à mes camarades. C'est bien de ne pas avoir répondu complètement, comme ça les autres vont pouvoir compléter. Donc Laurent, peut-être que tu peux nous donner... Alors moi je vais faire gagner du temps, je vais aller vite, parce que il y a une chose dont il faut se départir, c'est de penser que tous les chantiers navals peuvent faire tous les bateaux et de toutes les tailles. On a été obligé de se spécialiser. Moi, à 100 mètres, je ne suis pas compétitif. Je n'ai pas peur de le dire. À 200 mètres, je peux commencer à être compétitif sur certains types de navires. Donc je ne sais pas très bien répondre à la question. Par contre, moi je peux dire une chose, c'est que si un chantier de navire de 100 à 200 mètres s'installe en face de chez moi, c'est une très bonne nouvelle. Ce serait peut-être une bonne nouvelle pour toi, Vincent. Mais c'est moi. Mais, voilà. C'est une très bonne nouvelle, parce que quelque part, le fait que notre construction navale devienne toute petite, c'est pas bon. Hein. À la fin, il faut bien qu'on soit un certain nombre à en faire. Donc, je suis pour, mais je n'ai pas d'opinion. Vous avez quand même une petite opinion. Ouais. Merci Laurent. Vincent, si tu veux compléter. Oui, alors sur le point de est-ce que vous voulez aller acheter des chantiers à l'étranger, du côté de Piriou, c'est déjà fait. Hein, puisque, pour rappel, on est également, enfin on est implanté évidemment en France, mais en Roumanie et aussi au Vietnam. Donc on a déjà eu cette démarche. Et je pense que la bonne question, c'est pourquoi on a eu cette démarche et pourquoi finalement ce vent d'ouest qu'on connaît bien, en tout cas pour les Bretons qui sont à la salle, qui souffle très fort depuis les années 80 et qui a amené la construction navale de l'Europe vers l'Asie
Eh bien, la bonne question, c'est pourquoi c'est arrivé. Et effectivement, aujourd'hui, sur le segment des navires de 100 à 200 mètres, puisque c'était le sujet, on n'en fait plus en France. Et là aussi, la question, c'est pourquoi. Et je pense qu'on se trompe un peu de prisme là-dessus, puisqu'on a pour habitude de se dire que la construction navale, c'est quoi? C'est un triptyque entre infrastructures, donc les outils, les ressources humaines, donc les compétences, et puis les process industriels, donc finalement l'organisation. Et on se dit que quand on a tout ça, on est capable de construire des bateaux. Alors oui, on est capable de construire des bateaux, mais on oublie un élément majeur qui est le client et ses problématiques à lui de compétitivité. Et donc je pense que de regarder, Patrick, la problématique du segment de 100 à 200 mètres construit en France simplement, comme certains le font en ce moment, au travers du prisme de l'outil industriel, c'est pas la bonne approche. Et donc il faut vraiment qu'on se regarde tous ensemble, y compris, et je dirais presque surtout avec les armateurs. Et moi j'ai envie de poser cette question, c'est finalement pourquoi vous êtes parti. Alors je connais la réponse, il y a des problématiques évidemment de compétitivité. Et c'est cela qu'il faut régler. Et si on ne les règle pas, on aura beau avoir une cale sèche de 100 à 200 mètres, je ne sais où en France, ça ne réglera pas le problème. Et je voudrais finir sur ce sujet, juste avec un point, c'est qu'il y a les chantiers qui font des navires de plus de 150 ou 200 mètres, c'est les chantiers atlantiques. Il reste 5-6 chantiers qui sont capables de faire des navires de 50 à 100 mètres en France. Mais il y a aussi, et il ne faut pas les oublier, des chantiers qui font des bateaux de plus petite taille. Et là, moi je dirais que plutôt que s'inquiéter sur comment on va reconstruire des bateaux de 100 mètres ou 200 mètres en France alors qu'on n'en fait plus depuis 30 ou 40 ans, il faut peut-être qu'on s'inquiète aussi de protéger nos petits chantiers qui sont en train de mourir les uns après les autres. Je ne vais pas tous les citer, mais la Mime a disparu à Dieppe, Sibéril a disparu, le chantier Bernard a disparu, le chantier naval Croisiquet a disparu. Enfin, il y a beaucoup de petits chantiers qui ont disparu, et donc, alors que le marché existe toujours, donc je pense qu'une des questions, c'est comment aussi on protège, avant de reconquérir, il faut arrêter l'hémorragie. Merci Vincent. Donc tu disais qu'il faut prendre l'avis des armateurs, donc on va demander l'avis de Gaël. Bien. No pressure. Alors, plusieurs éléments de contexte sur ce marché, donc cette taille de navire qu'on a mentionné, et je vais revenir sur les deux catégories. En gros, je vais vraiment faire une troisième. On va tout de suite écarter les gros navires de construction issus de l'offshore qui se spécialisent. Je pense que ça, c'est inaccessible aujourd'hui. Donc, écartons ça et on va arriver sur des typologies de ces navires, donc les SOV, en gros 100 mètres, les CTV qui sont des navires différents. Et puis des plus petits encore, parce qu'on a cité de plus petits chantiers dont c'était la capacité de type super pilotis. Voilà. Dans ce contexte des plus gros navires, les SOV ou CSOV par exemple, sur certains appels d'offres, il peut y avoir 30 compétiteurs armateurs. Voilà. C'est un marché qui, on l'a vu, est porteur, la décarbonation est porteur, le monde ne manque pas d'argent pour investir, donc il y a une quantité d'investissement massif disponible. Il y a des gens qui savent concevoir des navires corrects, qui savent fabriquer des navires corrects, donc on n'a pas une barrière technologique à l'entrée énorme, ce qui fait qu'il y a 30 compétiteurs, donc là les opérateurs se lavent les mains, quoi, hein. Ils se frottent les mains. Voilà. Donc c'est ultra compétitif, et donc derrière, il faut que le prix du navire soit ultra compétitif. Voilà, malheureusement. Alors, certains armateurs, et dont nous, on essaie de se démarquer, on ne va pas juste se battre contre 40 personnes, on a des clients qui veulent une forte valeur ajoutée sur des fonctions spécifiques du navire, donc on va à la marge essayer de fournir ces fonctions. Là, je saute directement à la troisième catégorie, on se fait fort et on l'a fait. Quand vous avez un SOV, il y a souvent un Daughtercraft, donc c'est un petit navire de service qui est agile sur le champ. Et bien, sur nos deux navires qu'on a aujourd'hui, les Daughtercraft ont été faits en France. Et puis sur les prochains navires, systématiquement, on consulte des chantiers français pour ces petits navires. Et on arrive à les placer parce que ça ne fait pas une grosse différence. Et là, on est plus réactif en termes de logistique pour livrer ça. On le sort des scopes des Chinois parce qu'on va chercher, ou des Turcs, ou des Espagnols, peu importe, parce qu'on va chercher quelques fonctions spécifiques. Et ça, nous, on maintient en tout cas cette volonté de construire en France. Et je rappelle que LDA, par ailleurs, c'est le plus gros employeur d'officiers français. Pour les CTV, on est les seuls à être au premier registre, donc on essaie quand même de défendre le plus possible
le drapeau national. Et puis et ça va être une transition peut-être pour la question d'après, pour les CTV, bah nous on a joué le jeu, hein, voilà, et on n'a pas forcément un résultat exceptionnel. Donc au-delà de se dire on va faire quelque chose, bon, il faut le faire et il faut que ça marche. Et il faut que ça marche dans une industrie aussi qui est assez dynamique. C'est quand on parle de l'éolien, c'est comme l'offshore, c'est 7 jours sur 7, 24 heures par jour. Il faut que ça dépote, il faut que ça décoince. C'est pas un truc qui marche pas, c'est pas moi je verrai mardi si j'ai une équipe de disponible pour venir réparer. Non, mon bateau est arrêté, il faut que demain matin il reparte. Donc cette réactivité, cette culture, je la vois pas encore partout. Et donc au-delà de juste des 3 outils qui ont été, enfin des 3 composantes qui ont été mentionnées par Vincent, même de l'armateur qui veut, parce que certains vont jouer le jeu, il faut que derrière, toute cette notion de service du client, de disponibilité pour cette industrie, qui est ses requirements, soit remplie. Donc certains domaines, je connais moins, mais en tout cas pour cette partie-là offshore que je connais très très bien, il faut que ça suive. Et donc cette montée en compétence de service client, elle est indispensable aussi, sans quoi ça ne peut pas marcher, le client ne peut pas être content. Voilà. Donc je rappelle ces points-là. Donc pour les petits, ben, on essaye en tout cas, et je pense qu'il y a les Français et d'autres Européens en même temps, mais les Français ont une vraie carte à jouer. Et puis pour les CTV, bon, on va en parler pour la partie suivante, il faut se mettre au niveau, pas uniquement de capacité de construction, mais du service qui va avec. Alors merci, merci Gaël, tu as fait la transition là, toute trouvée avec la compétitivité. En fait, comment faire, comment améliorer cette compétitivité, pardon, c'est très dur à dire, par rapport aux chantiers européens et puis aux chantiers asiatiques. Et qu'est-ce qui ferait que cette construction reviendrait en France? Alors Gaël, tu as commencé. En fait, Gaël, tu as failli ne pas être là, hein, finalement. Gaël, tu as failli partir en Chine. Bon, mais tu as préféré venir ici quand même. Tout à fait. Alors, bon, je pense qu'en reparlant de plus gros navires, c'est des plus gros navires. Enfin là, l'économie est telle qu'aujourd'hui, même en Europe, hein, les navires précédents, on peut le dire, on les a fait en Turquie. La compétition les a fait en Espagne. Enfin, Vincent l'a mentionné, pour ce type de navire, on n'est pas capable de les faire en France aujourd'hui. Donc il faudra un effort industriel important pour arriver à se mettre au niveau. Et là, on va arriver sur les points suivants. C'est des problèmes que je pense Laurent connaît bien, c'est que quand on parle d'industrialisation, est-ce qu'on a la main d'œuvre pour faire ça? Donc voilà, il nous faut, et ça c'est un sujet qu'on n'a pas abordé ce soir, mais il faut des électriciens, il faut des chaudronniers, il faut des soudeurs, enfin toute une culture de travail et de formation que je crois qu'on a un petit peu perdu. Et pour revenir juste sur les chantiers, donc oui, il y a cette notion de compétitivité, et je reviens sur la partie service. Parce que quand on va chercher donc une construction, on a donc un navire, mais il n'y a pas que le navire. Il y a aussi comment je gère la maîtrise de mes délais, comment je gère la maîtrise de ma supply chain, parce qu'on a des équipementiers. Il faut être capable de gérer des équipementiers. On a parlé de décarbonation, donc on met en œuvre quelques technologies. Là, il faut que ça fonctionne. Donc c'est pas juste, ben voilà, j'ai appelé monsieur machin qui fait un moteur qui est censé faire tier 3, puis ça va marcher. Non, des fois ça marche pas. Qu'est-ce que le chantier est capable de faire pour aller chercher ses sous-traitants, pour s'approprier l'intégration? Parce que le chantier naval, c'est pas des chaudronniers, c'est un intégrateur de compétences pour livrer un produit fini qui doit des performances pour un service donné. Et donc, ça, les camarades d'Asie, ils l'ont bien compris. Et là où on voit une montée en compétences rapide, c'est pas uniquement, ben voilà, ils sont moins chers à la tonne d'acier. Ça, quelque part, je dis pas qu'on s'en fout, ça compte, mais c'est comment j'intègre toutes mes briques technologiques, parce que ces navires sont des navires sophistiqués. On parle de navires à positionnement dynamique, on a introduit des notions d'hybride, on a ces passerelles compensées qui viennent par-dessus, qui sont clés, etc., etc. Il faut que le chantier soit capable de s'approprier ces composantes pour dire, voilà, moi je vous livre un produit qui fonctionne. Et donc cette capacité d'intégration, là on revient sur des notions de forte valeur ajoutée en termes de matière grise, d'ingénieurs compétents, de chefs de projet. Et là-dessus, il ne faut pas s'endormir, parce que les copains de l'autre côté... En France, on est capable, je ne vois pas pourquoi on ne le serait pas, ouais. Mais aujourd'hui, et on a fait l'expérience, bon, voilà, c'est pas non plus génial, super, non, c'est pas le cas. Et donc si on n'est pas capable d'accrocher cette partie du service et de la valeur ajoutée, qui vient en plus de la brique qu'on peut considérer comme acquise sur toute catégorie de navires, eh ben, il y a quand même un enjeu quand même sérieux pour nos chantiers, quoi, hein. Et là, du coup, je renvoie en disant, s'il n'y a pas ce service, cette réactivité, cette capacité d'intégration, on va avoir des problèmes.
Alors Bertrand, toi qui as une vue un petit peu justement chantier européen, chantier asiatique et chantier autre, peut-être. J'ai bien nommé les points de Vincent sur les petites unités, parce que c'est vrai que c'est souvent pareil que le bien peut commencer quand on a tout un écosystème de petits chantiers, je dirais même cross-border, si on va sur l'Espagne, si on va sur ce qui était la Belgique et l'Europe autrefois. C'est un écosystème qui s'auto-nourrissait et c'est vrai qu'il faut sans doute le protéger. J'en profite pour parler un peu parce que comme j'aime la construction navale et les bateaux, forcément on aime bien voir les facilités qui bougent. Il y a deux choses que je voudrais évoquer à cet instant. À chaque fois je rebondis aussi sur ce que disait Gaël. Deux choses. La première c'est que du point de vue des ressources, le problème des ressources, des gars qualifiés, je ne sais pas combien de gars qui viennent d'Europe de l'Est pour faire la soudure dans le chantier et autre chose, qui sont des gars parfaitement qualifiés par des ingénieurs, c'est mondial. Ça, je peux vous dire qu'à force d'avoir bourlingué dans les chantiers, on voit ça partout. La Chine, après le Covid, ça a été un peu catastrophique. Ils en sont encore à essayer de garder des cas chez eux. Le coût horaire, parce que cette fois-ci, on parle vraiment de la réalité, le coût horaire du travail en Chine reste élevé, même dans les chantiers tiers 2, et ils ont du mal à garder les gars. Alors, par exemple, dans des chantiers qui sont très offshore, vous allez avoir des coûts horaires qui sont multipliés par 2 ou 3 pour garder les gars sur le site. Donc la Chine devient chère. Déjà, pour ceux qui voient la Chine comme la terreur noire, à mon avis, il faut quand même relativiser. En plus, je ne veux pas leur sauter tous les problèmes de la Terre, ils exécutent, ils ont des bateaux de plus en plus sophistiqués, mais je dirais que si on regarde l'autre aspect, donc ça c'est un problème transversal qu'on a, mais qu'ils ont aussi. Alors bien sûr, chez nous, ça coûte plus cher. Mais, et deuxièmement, je reviens encore une fois, vraiment, il faut vraiment se le mettre quelque part dans l'équation. On a un peu de capacité à l'échelle mondiale. Plein de raisons, celle-ci. Deuxièmement, tout le monde fait des bateaux gris. En Chine, on se fait pousser les chantiers parce qu'ils ont des ordres pour faire des séries de bateaux gris. Ils les font, ils les poussent à l'eau. Après, je ne sais pas s'ils marchent. Donc ça prend beaucoup de place, y compris dans les têtes. Donc, à côté de ça, et en général, ces chantiers-là, on va les voir apparaître sur des produits qui sont aussi assez sophistiqués, soit des produits pour l'offshore, quelle que soit la taille de l'unité dans la chaîne, que ce soit une unité de petite ou moyenne taille, ou même des plus grosses unités, avec du fort levage, par exemple. Et troisième point, quand on regarde le prix au kilo par un bateau fortement armé, alors je ne parle pas des bateaux que fait Laurent ou que font Vincent, où là ils s'en mettent beaucoup dans les petites coques pour certains, ou énormément dans les très grandes coques, et qui sont quand même fortement armés. Donc je ne parle pas d'un braquier, je ne parle pas d'un porte-conteneur, qui de toute façon sont partis de chez nous pour longtemps, mais sur ces bateaux intermédiaires qu'on évoquait tout à l'heure, c'est pas la solution. C'est pas le marché miracle, parce que c'est comme dans un marché où il y a plein de types d'assets, de types de navires différents, et sur ces marchés-là, les deltas de prix cotés par les chantiers sur des séries sont en train de diminuer. À un tel point que certains ici pourraient vous dire que quand il s'agit de faire un certain bateau en Chine ou en Europe, avec le coût de déviation, on a presque envie de rester en Europe. Et on n'est pas loin, et il n'y a personne qui a envie de se suicider en Europe pour faire un prix complètement au ras des pâquerettes. Donc on est vraiment dans le marché, sur ces tailles-là, si on a des capacités, et effectivement, toute la problématique, c'est d'aller les chercher, d'avoir l'ambition de les ouvrir, peut-être et surtout de les armer, au sens des hommes pour faire fonctionner tout ça. Donc nous, ce qu'on voit, c'est très simplement une décennie devant nous, où on a une vague de demande qui vient dans ce créneau-là. L'offshore, par exemple, est resté en crise pendant pratiquement une décennie, on n'a rien construit, presque. On n'a fait que recommissionner les bateaux qui étaient le long du quai pour certains. Donc on voit arriver cette vague, et on est sous-alimenté, nous, dans notre métier, on est sous-alimenté en chantier. Je parle un peu brutalement, mais c'est ça. Notre réalité, c'est ça, et il y a, encore une fois, vous avez 2 ou 3 témoins ce soir qui pourront vous en parler dans un autre langage. Alors Vincent, Un petit point peut-être rapide sur la compétitivité. Alors d'abord, je ne pensais pas venir faire du commerce, Gaël, mais je veux bien qu'on discute après, parce que sur les questions de service, j'ai dit d'ailleurs sur les CTV, la réparation et l'entretien étaient un vrai challenge. Alors pour nous, chez Piriou, on est quand même assez bien placé pour vous parler de la compétitivité Europe-Asie, et je voudrais là aussi quelques chiffres juste pour poser le débat. Le coût de la main-d'œuvre en France aujourd'hui, pour nous, c'est de l'ordre de 60 €. On a un chantier en Roumanie, Europe de l'Est, c'est 20 €. On a un chantier au Vietnam, le coût, c'est de l'ordre de 10 € en main-d'œuvre.
Ce qui fait qu'en conséquence, on est prêt, alors ça dépend du ratio main-d'œuvre, équipement, matières premières, mais en gros, le même navire construit au Vietnam est 20 à 30% moins cher qu'en France, et le même navire construit en Roumanie, c'est de l'ordre de 10 à 15% par rapport à la France. Donc ça pose quand même un petit peu le débat. Alors malgré tout, la France et l'Europe a des atouts. Moi je pense qu'en Europe, l'atout principal c'est comme l'ingénierie, parce qu'on l'a gardé, et je pense qu'on a des ingénieurs, des bureaux d'études de grande qualité. On a également, même s'il y a peu d'équipementiers, mais ceux qui sont là, il faut les saluer. Je pense en particulier à GTT qui a quand même des compétences très particulières, et la question qu'on peut se poser, c'est pour combien de temps ça va rester en Europe. Mais on a quand même quelques bons équipementiers. Il reste des motoristes, pas en France, mais en Allemagne, des gens qui construisent des réducteurs, etc. Donc il y a quand même encore quelques équipementiers. Et puis on a la chance quand même d'avoir un marché intérieur qui malheureusement aujourd'hui est quand même plutôt servi par l'Asie, mais il y a quand même un marché intérieur. Donc ça, c'est les atouts. Ça serait bien, mais on a surtout aussi des faiblesses. Et moi, je voudrais juste en cibler une aujourd'hui. Alors, c'est pas le tir à la carabine, mais je pense quand même qu'on a un vrai problème lié à notre réglementation en Europe. Je voudrais juste évoquer deux sujets. La CSRD là, qui arrive et qui est finalement l'extra-comptable. Voilà, en gros, on va être tous jugés sur nos capacités et notre impact social, environnemental. Ça, c'est des sujets purement européens. Et donc, je vais le dire d'une manière un peu vulgaire, mais les trois quarts du monde s'en foutent de ces sujets-là. Et nous, on est en train de se tirer des balles dans le pied qui vont nous coûter plusieurs points de compétitivité, ne serait-ce que pour les mettre en place, ne serait-ce que sur les coûts associés ou indirects sur ce sujet-là. Donc on est quand même un peu les spécialistes pour se tirer les balles dans le pied. Et puis il y a d'autres réglementations comme la taxe carbone aux frontières. Petit exemple lié à la construction navale. Donc si toutefois on achetait des tôles, nous en Turquie, enfin, imaginons un chantier en France, un chantier en Turquie, on fait le même bateau, on achète nos tôles en extra communautaire. La Turquie va avoir ces tôles non taxées, nous on va les avoir taxées, et en revanche le bateau, une fois livré, lui n'est pas taxé. Donc on est quand même un peu les spécialistes de ça, on se tire beaucoup de balles dans le pied, et donc moi je dirais qu'on a en Europe, et en particulier en France, une faiblesse majeure, c'est notre naïveté industrielle. Et ça, il va être temps d'en sortir, parce que je peux prendre l'exemple de ce qu'on a bien vu que la construction navale, ça fait déjà longtemps que c'est parti. On voit que l'automobile est en train de partir. Le nucléaire a été aussi bradé. Voilà, on voit que l'aéronautique, ça commence. Et donc je pense que l'Europe et la France a une grande naïveté industrielle. Et comme par ailleurs l'industrie est comme un pied de souveraineté, il est temps qu'on se pose les bonnes questions de ce point de vue-là. Alors juste pour terminer, Laurent, je vois compétitivité sur votre papier. Naïveté, compétitivité, Je vais essayer d'aller vite. Bon, d'abord, je voudrais rappeler que la construction navale, c'est quand même beaucoup de main-d'œuvre. Hein. C'est basique. Et on peut rêver de robotisation, de mécanisation. On a beaucoup tenté, on n'en a pas réussi tant que ça. Donc le coût de la main-d'œuvre va être important. Je rappelle aussi que pour les bateaux simples, un bateau c'est beaucoup d'acier, et le coût de l'acier, ça compte. Donc il y a des facteurs de compétitivité pour lesquels clairement en Europe et en France, on n'est pas les mieux placés. Moi je dirais, est-ce qu'on est compétitif? Non, en coût brut, non, on n'est pas compétitif. Nous, on ne tient que parce qu'on arrive à apporter autre chose. Donc on apporte une capacité d'ingénierie, on apporte des délais sur lesquels d'ailleurs nos concurrents chinois et japonais se sont cassés les dents. Mais on voit bien que nos avantages compétitifs sont extra-coûts. Et sur les coûts, on est battu. Hein. La deuxième chose, sur la main-d'œuvre, c'est pareil, la construction navale, c'est quand même dur. Hein. On travaille dehors, on travaille sous la pluie, et
on a du mal à trouver de la main-d'œuvre. Donc il ne faut pas non plus se faire d'illusions. On ne va pas ramener massivement de la construction navale en Europe. Les Européens ne veulent plus en faire. Et comme l'a dit Bertrand, je confirme, en Chine aussi, ils commencent à avoir du mal à avoir des gens pour travailler dans les chantiers navals. C'est une vraie difficulté. Et nous, donc, on fait venir des gens d'Europe de l'Est, hein, mais on n'y trouve pas un avantage compétitif, parce qu'on est obligé de les payer la même chose qu'en France. Hein. Donc, c'est pour avoir de la main-d'œuvre qu'on les fait venir, parce qu'on a du mal à trouver la main-d'œuvre. Donc la situation de compétitivité, elle est difficile, elle ne va pas s'arranger. Je crois que malheureusement, on va être un peu tous obligés de rester sur des marchés de niche, dans des situations un peu de survie, et qu'on ne ramènera pas massivement la construction navale en Europe. Désolé. Merci Laurent. Alors, on avait une dernière question, même si on est un peu en retard sur l'horaire, je pense que c'est important de la poser. En fait, si chacun d'entre vous avait une recommandation ou un souhait à formuler auprès de l'État pour soutenir l'industrie navale en France, la renforcer si possible, mais en tout cas au minimum la maintenir, finalement, quelle serait votre recommandation? Donc si chacun d'entre vous peut formuler en quelque sorte une recommandation, et puis après on passera au temps de questions-réponses avec la salle. Si c'est une, je réponds pas, moi c'est 3 ou 4. Bon, alors, donc j'y vais. D'abord, première recommandation, un peu de protectionnisme. Parce que là, il faut arrêter d'être naïf. Je vous rappelle que les 3/4 des ferries qui sont aujourd'hui construits pour des armateurs européens sont en train de partir en Chine, ce qui n'était pas la situation il y a 10-15 ans. La Chine a des lois pour protéger son cabotage, les États-Unis et le Canada ont des lois pour protéger leur cabotage, et nous, en Europe, on ne protège pas notre cabotage. Et là, il faudrait peut-être qu'on change un petit peu d'idée. Côté France, il faut qu'on mette un peu de compétitivité, et alors là, je suis entièrement d'accord avec Vincent, mais c'est comme les autres entreprises, hein. On dit qu'on veut réindustrialiser la France, mais la réalité du quotidien, c'est tout le contraire. Hein. Donc là aussi, il va falloir reculer. Et puis un peu, comme je l'ai dit tout à l'heure, un peu de soutien aux premières utilisations, un soutien un peu plus intelligent au développement technologique. Les systèmes ne sont pas complètement adaptés. Voilà. Et puis malgré tout ce que j'ai dit, moi je suis prêt à grossir, j'ai des projets d'investissement, donc je reste quand même très optimiste malgré tout ça. Merci Laurent. Alors moi ça va être 3 mots. Un, c'est l'attractivité. On en a un petit peu parlé, mais je pense qu'il faut qu'on soutienne ce qui est fait au CINAF par exemple, dans le soutien pour la connaissance de l'industrie des métiers de la navale, dans les écoles de marine marchande aussi. Enfin, il faut vraiment qu'on fasse de la promotion des métiers. Juste petite histoire, je vais être un peu long, excuse-moi. Enfin, pas long Patrick, mais je vais prendre. Quand il y a 40 ans, j'ai dit à mes parents que je voulais être mécanicien parce que je suis mécanicien, c'était le drame familial. Donc on m'a dit mais qu'est-ce que tu vas faire là-dedans, il n'y a pas d'avenir, etc. Donc il faut que ça change. Si ça change pas, on va avoir des problèmes. Donc attractivité. 2, visibilité, en tout cas dans le domaine civil, parce que dans le militaire, encore une fois, on l'a au travers de la LPM, on a une visibilité à 5 ans. Dans le civil, on n'a rien. Et donc, même sur les bateaux, je dirais, de l'administration, on n'a aucune visibilité. Et donc là, on travaille au sein du comité stratégique de filière avec le SGMR pour essayer d'avoir une liste, une perspective des navires civils à construire. Et ça me semble important, d'autant que la plupart de ces navires bénéficient d'aide et sont financés par les contribuables. Donc je pense qu'à un moment, il faut quand même qu'on puisse avoir cette visibilité qui permettra aux chantiers de s'organiser, de recruter, de former, d'adapter leur outil industriel. Et le 13e point, après l'attractivité, la visibilité, c'est quand même un petit peu d'incitation. Ça revient un peu à ce que disait Laurent. Hein, on ne va pas se cacher derrière notre petit doigt. Tout le monde sait que la construction navale civile est quand même très aidée au travers d'un certain nombre d'éléments. Hein, le tax lease, la taxe au tonnage, les charges sociales, les exos de TVA. Et c'est très bien. Ne nous trompons pas, ça a sauvé le pavillon français. Mais sauf qu'il y a peut-être quand même un peu de réciprocité nécessaire, en tout cas vers les chantiers. Et c'est pour ça que moi je prône au moins une part France. Hein, ça me choque pas que des navires de plus de 200 mètres
de grands armements soient construits en Asie parce qu'il n'y a pas forcément d'autres solutions, mais comment on regarde la part France, comment on regarde qu'est-ce qu'on peut faire en entretien de ces navires en France. Voilà. Et je pense que sur les plus petits navires, ce que fait l'Espagne dans ce domaine, et c'est très bien, c'est que non seulement les armateurs sont aidés, mais aussi les chantiers. Les chantiers, c'est pas pour eux. Les chantiers rétrocèdent leurs aides aux armateurs, mais du coup, on bénéficie quand même d'un peu d'activité. Donc moi, je crois que l'État doit travailler sur l'attractivité des métiers, la visibilité, et puis un peu d'incitation, parce que sinon on n'y arrivera pas. Merci, on va continuer avec Gaël, et puis on finira par Bertrand. Moi, je vais me faire l'écho de ce qui a été mentionné là. Je pense qu'un peu de protectionnisme ne peut pas nuire effectivement et par rapport à ce marché, où on pourrait être plus prescriptif dans les cahiers des charges sur ce contenu local, pour lequel la composition du navire n'émerge pas encore complètement, et nous on est tout à fait prêts à défendre ça, de même qu'on l'a défendu pour les équipages ou autres, et ça c'est quelque chose qui pourrait être fait. D'autant qu'aujourd'hui dans les discussions, alors on est dans un environnement politique compliqué, et c'est pas lieu de faire de la politique, mais quelque part on s'est expliqué, je pense, à un citoyen que cette partie de contenu local qu'on va imposer, qui peut-être initialement pour amorcer la pompe peut peut-être représenter quelques euros de plus, c'est aussi le cousin ou l'oncle qui va travailler pour faire le job. Alors que quand on va mettre du gasoil chez Leclerc dans son réservoir, ça a été produit je sais pas où, mais certainement pas en France. En Europe peut-être, en Amérique du Nord, mais pas en France. Moi, je pense qu'on est capable de tenir ce discours et d'être plus prescriptif de ce côté-là. Et nous, on serait tout à fait prêts à suivre, comme on l'a toujours fait d'ailleurs, ce genre d'initiative. Ensuite, on n'est pas très bon partout, mais en termes d'ingénierie fiscale, on a des cerveaux qui pédalent sérieusement. Des schémas de tax lease sont efficaces. Alors, ça nous permet de rester sur le marché. Hein. Si on devait devenir milliardaire, je pense enfin bref, on ne serait pas en train de faire une ouverture de capital, fin de parenthèse. Et donc, ça, c'est des schémas qu'on pourrait mettre en avant pour inciter justement, donc on a parlé de suramortissement vert, il faut étendre ces éléments-là à ces composantes françaises. Et le troisième point que je veux mettre en avant, qui a été cité surtout par Vincent, c'est qu'il nous faut de la main-d'œuvre. Laurent l'a dit aussi, donc il faut que dans les filières de développement d'éducation, aujourd'hui on va reformer des gens dans des UMM, il faut re-rendre de l'attractivité aux métiers d'art, aux métiers manuels, parce que si on n'a pas toute cette main-d'œuvre pour travailler, le coût horaire intervient quand même, il faut conserver des capacités d'ingénierie. Enfin ça, on a dit qu'on en avait, mais des copains d'à côté, ils en ont beaucoup aussi. Pendant que nous on en fait 10, eux ils en font 1000. Dans les 1000, il y en a 10 de bons. Donc il faut conserver ces capacités d'ingénierie et revaloriser les filières d'art, les filières manuelles, sans quoi on n'arrivera jamais à construire des navires. Donc voilà les 3 points que je pouvais mettre en avant également. Merci Bertrand. Oui, ce sera... J'ai bien écouté ce qui a été dit, donc je ne vais pas essayer d'en rajouter, mais en fait je pense que quasiment tout a été dit d'une façon ou d'une autre. La première, évidemment, c'est que un poil de protectionnisme, et on sait que le protectionnisme, ça peut nous envoyer dans le mur, donc là je ne veux pas faire politique ni géopolitique, mais un poil de protectionnisme, c'est rappeler effectivement que les aciers sont subventionnés en Chine très fortement, par exemple. Donc c'est surtout pour protéger, pour promouvoir notre cabotage européen. Ça c'est un point énorme, parce que s'agissant du cabotage, on est quand même sur des navires, on voit bien que par exemple en ce moment 60% ou 65% du volume de petits fretteurs, c'est-à-dire donc des bateaux de moins de 18 000 tonnes, rigoler parce que c'est quand même pas des très bons bateaux, mais sont commandés en Asie. Et ils vont pour la plupart être opérés sous pavillon européen, sous pavillon premier, second registre chez nous, sur du trafic Baltic-Med, ou Med, sur des trafics, disons, assez short range. Donc toute cette flotte-là a tendance à se construire à l'extérieur. C'est pas forcément des bateaux à très forte valeur ajoutée, mais c'est vrai qu'avec un peu d'incitation, peut-être, on pourrait en placer plus en Europe. Et ça renvoie sur le plan capacitaire, parce que pour le coup, on aurait quand même du mal, disons, à trouver quelques chantiers qui s'y intéresseraient. Donc ça renvoie sur le deuxième point, c'est-à-dire c'est le type des navires. Il ne faut pas oublier que dans le marché, il y a un certain nombre de navires qu'on ne peut pas placer dans les chantiers navals. Je ne parle pas de bateau-marine, je ne parle pas de porte-avions, c'est colorant, mais il y a des navires, il y a encore des témoins dans cette salle ce soir, il y a des navires qu'on ne peut pas construire. Je vous parle de Drake, par exemple, qui sont des navires à très forte valeur ajoutée, qui sont bourrés d'équipements, qui sont critiques. Le sable, c'est critique, l'eau, c'est critique. On ne sait pas où construire ces bateaux aujourd'hui, on ne peut pas aller en Chine pour des questions géopolitiques et pour des questions de restriction à l'export. Donc il faut se reposer la question d'un certain nombre de niches, comme celles sur lesquelles vous êtes, pour essayer de développer et soutenir en Europe.
Et le troisième point, effectivement, je pense que du point, il faut que l'initiative vienne de Laurent, de Vincent, de ceux qui sont au jus tous les jours, et peut-être être un peu cross-border dans notre analyse, c'est-à-dire de se dire, parce qu'on a quelques idées forcément derrière la tête en disant ça, c'est-à-dire que l'Hexagone, on est bien chez nous, mais franchement, il faut aller un petit peu à l'extérieur. Il y a des opportunités, je pense, en ce moment, en termes capacitaires en Europe, qui ne sont pas que des grues hachées. Je reviens dessus. Mais il faut vraiment regarder, je sais que vous avez regardé déjà, hein, mais je pense qu'il y a quelque chose à faire en serrant les coudes avec se rapprocher sans doute d'un ou deux constructeurs qui sortent peut-être d'une certaine difficulté parce qu'ils ont encore des ressources, ils ont encore tout un écosystème autour du chantier qu'on peut faire voir. Vincent a fait cet exercice-là en Roumanie. Je pense qu'il faut continuer dans ce sens-là. Avec les deltas de coût que tu soulignais, de toute façon, qui sont pour l'instant, qui sont ce qu'ils sont, donc c'est pas là qu'on va se différencier, c'est pas sur le coût tout de suite, ce sera sur l'intégration, sur l'ensemble et sur des bateaux assez sophistiqués, en particulier le concert. C'est sur notre champ. Voilà. Merci. Bah, écoutez, on va laisser la place aux questions de la salle, si vous en avez. Jean-Gabriel Levaleur, section sciences et techniques, Académie de Marine. Je pose une question concernant les éoliennes flottantes. Dans les éoliennes flottantes, il y a 3 champs prototypes qui sont pilotes, avec des machines de 6, de 8 à 10 MW. Enfin, une qui tourne actuellement, pour abuser des écrans, hein, c'est des type TLP, et 2 en construction qui vont être installés l'année prochaine. Donc on a déjà un premier pied là-dedans. Les éoliennes flottantes ont des projets très importants en France, mais il faut savoir que dans les pays européens, il y en a encore plus gros. Donc on risque d'avoir une saturation dans les très prochainement sur les problèmes, la construction des éoliennes flottantes, qui est difficile à construire en Chine, au Japon et en Corée. Sachant que les éoliennes flottantes, les 3 dont je parle, les 3 projets pilotes, ont été construits localement, mais pas par des chantiers navals, Eiffage, Ponticelli, etc. Quelle est ma question? Quelle action les chantiers navals français, chantier Atlantique, Périgou, font pour essayer de se placer dans cette perspective, sachant que ça ne se construit pas dans une cale sèche. Ça se construit sur des terre-pleins, très grands terre-pleins. À Fos, le port de Marseille, est en train de développer des terre-pleins énormes. Il y en a même à Port-la-Nouvelle, il y en a à Saint-Nazaire, il y en a à Wavre, il y en a à Brest. Il faudra sortir du chantier. C'est une mentalité différente aussi. Deuxièmement, je ne parle pas des sous-stations, qui est un truc un peu particulier. Donc les coques d'une éolienne flottante, c'est le tiers du prix. La partie même purement éolienne, c'est-à-dire le rotor, les nacelles, le mât, c'est seulement un quart. Il y a une grosse partie électrique, il y a une partie câble, qui sont aussi importantes. Et ce n'est pas négligeable. Et ce sont des coques assez complexes. Ils sont allés jusqu'à des TLP comme Provence Grand Large, même les types du Sud, ça demande une certaine expertise. Et je pense qu'il faut que ça soit construit localement, au moins de l'assemblage final. Donc, quelle est l'action que, actuellement, dans cette perspective à court terme, et pour une durée d'au moins 10, 15 ans, quelles sont les actions que prennent les chantiers navals pour se placer dans ce marché qui pourrait être relativement captif? C'est un débat. La réponse est aucune. Chantier de l'Atlantique, aucune. C'est un choix. Est-ce que je pourrais... C'est un choix. À partir du moment où on nous dit qu'il faut sortir des chantiers navals, je laisse ça à d'autres. À partir du moment où il faut transformer, des milliers de tonnes d'acier et qu'on n'a pas de main-d'œuvre, je laisse ça à d'autres. Voilà, c'est des choix. Et technologiquement, je me permets une petite culture offshore par ailleurs. Certains de ces éléments, c'est pas de la construction navale. C'est les constructions tubulaires de type TLP, c'est pas de la construction navale. Si on avait des. Pour ce qui est carré, etc., éventuellement, mais autrement, c'est pas de la construction navale. Et là, les pilotes, bon, ils sont sympas, nos petits pilotes à 6 MW, là, mais c'est bien. Mais des flotteurs, quand on mettra des 15 MW,
on avait des problèmes de taille tout à l'heure, indépendamment du fait qu'on les prend en câble. C'est 100 mètres par 100 mètres et c'est 5000 tonnes. Voilà, ça c'est le standard si on les fait en acier. Donc là, on est sur des capacités quand même considérables. Et donc là, on parlait des capacités des chantiers par rapport à une certaine taille. Pour faire un bateau, là, pour faire un champ, il va falloir en faire 30, 40 tous les ans. C'est sortir un flotteur par semaine. Un par semaine. Tu veux dire, Vincent, tu veux dire quelque chose? Attendez, j'attends. Je veux dire quand même là-dessus, vous regardez le dernier Mer et Marine il y a 15 jours, où il y avait une superbe montage 3D dans Fos-sur-Mer, où on voyait une dizaine de semi-subs, type semi-sub, en assemblage à Fos-sur-Mer, sachant qu'ils ont fait un énorme terre-plein, et pas une par semaine quand même. Si on peut en faire 5 par an, c'est déjà pas mal. Moi, je voudrais répondre juste rapidement à votre question. En fait, je pense comme Laurent, d'abord ma réponse froide est la même, c'est-à-dire rien. Et la question c'est pourquoi, et je pense que si vous avez écouté un petit peu tout ce qui s'est dit dans cette réunion, en fait la construction navale aujourd'hui a de l'activité. Voilà. Et donc aujourd'hui la question qu'on se pose c'est comment on va faire. En ce qui concerne Périou, on a en 3 ans triplé notre chiffre d'affaires. Et donc aujourd'hui cette question ne se pose pas. Je dirais même que c'est une certaine concurrence, puisque en fait le bottleneck dans nos activités, on l'a vu, c'est les infrastructures, mais c'est aussi le capital humain. Et donc moi, si j'ai un soudeur, si j'ai un tuyauteur, si j'ai un mécanicien, je vais le mettre plutôt sur des activités qui sont les miennes, que je sais faire, alors que ça c'est une nouvelle activité. Et donc je préfère les garder pour nos activités. On ne manque pas de travail, on n'est pas en train de mourir. Même si l'activité en Asie se développe, chez nous aussi on a de l'activité. Et je rajouterai quand même s'il y a beaucoup d'euphorie sur ce sujet-là, en Bretagne, il y a un polder qui a été construit, qui a coûté 350 millions d'euros pour faire de l'éolien. Il est vide, je dis bien vide, depuis plusieurs années. Et la question que se pose la région aujourd'hui, c'est qu'est-ce que je vais y faire? Donc, et là aussi, il y a une autre question, c'est pourquoi ça en est là? Parce que la plupart de ces jack-up, enfin, tous ces sont faits. Les autres pays ne nous ont pas attendus, ils sont bien en avance, les pays du Nord sont bien en avance et les gens sont organisés, structurés, ils le font. Et voilà. Et nous aujourd'hui, on a plutôt des infrastructures qui sont vides aujourd'hui. En tout cas à Brest, allez au polder à Brest, vous allez voir, et on va reparler de l'activité. Merci. Alain, tu voulais poser une question? Oui, Alain Bovis. D'abord, je voudrais vous remercier tous les 4 pour vos exposés tout à fait clairs et tout à fait en toute franchise. Vous nous avez donné de façon assez détaillée des perspectives avec quelques atouts et puis beaucoup de contraintes sur notre construction navale. J'ai 2 points que je voudrais vous poser. Le premier point, vous avez parlé de tout un tas de choses qui seraient souhaitables de faire pour relancer cette activité. Ceci dit, que ce soit développer des infrastructures, financer l'industrialisation, attirer des compétences, gagner en compétitivité, tout ça, ça demande des investissements. Et ça, vous n'en avez pas parlé. Et je voudrais savoir aujourd'hui où sont en France, et peut-être même en Europe, mais surtout en France, où sont les investisseurs capables ou voulant, acceptant de financer cet effort. À part l'État, bien sûr, dont on sait que les poches sont bien vides. Le deuxième point, ça concerne la normalisation. C'est vrai que l'Europe est championne en matière de normalisation, mais on dit également que la normalisation est aussi une forme, je dirais, subtile de protectionnisme, à condition, bien sûr, qu'on sache l'appliquer intelligemment. Donc, le protectionnisme bête et méchant, qui consiste finalement à fermer les frontières, comme vous l'avez bien dit, ça mène dans le mur. Je crois que le Jones Act aux États-Unis a tué la construction navale civile américaine. Aujourd'hui, ils sont en train de se battre pour savoir si les CTV tombent sous le Jones Act ou pas. Les opérateurs voulant les exclure et les chantiers aimeraient bien que ça y soit inclus.
Bon, passons là-dessus. En revanche, faire du protectionnisme à travers la normalisation, ça peut être une façon intelligente à la fois de faire progresser l'ensemble de l'industrie et également de protéger nos constructeurs. Si on le fait intelligemment, je ne crois pas que ce soit le cas aujourd'hui. Bon, il y a deux questions, donc il y a le protectionnisme et la normalisation. Je ne sais pas qui c'est qui veut... Moi, je veux bien parler justement. Non, la première, c'était les investissements. Les investissements. Moi, je veux bien parler des investisseurs et de la problématique de financement. Et dans nos métiers, alors je ne sais pas comment c'est pour toi, Laurent, mais je pense que c'est pareil. En fait, c'est très lié aux produits qu'on construit. Et donc, on a plusieurs difficultés aujourd'hui. On a un monde bancaire quand même très frileux. En ce qui nous concerne, nous, on travaille sur les domaines d'activité militaire et on travaille également sur la pêche et on travaille aussi dans l'oil and gas. Autant vous dire que aujourd'hui, tous ces sujets-là sont difficilement adressables par les banques. Donc je rappelle quand même au passage qu'en ce moment, et depuis un certain temps, l'Europe travaille sur une taxonomie verte qui est là pour favoriser normalement les investissements dans ce domaine. Bon, c'est très bien, mais il y a le côté incitatif, mais il y a le côté aussi coercitif. Et le côté coercitif de la taxonomie verte aujourd'hui, dans le domaine militaire par exemple, c'est qu'on est passé tout près de l'arrêt de tout financement pour des activités militaires, pour des entreprises qui auraient fait ou qui feraient plus de 5% de chiffre d'affaires dans le domaine militaire. Ça, c'est la règle qui est encore à l'Europe. Et donc là, on a un vrai sujet, parce que je pense que la souveraineté et le militaire, c'est pas le sujet du moment, mais comme c'est dual et qu'on a souvent la double activité, on ne peut pas vivre bien d'un côté et vivre mal de l'autre. Et donc si aujourd'hui on n'a plus ces financements-là parce qu'on fait trop de militaire, ce qui est dans la taxonomie verte européenne, ça va être un problème massif au point où il y a eu des réunions, alors je ne vais pas dire merci Poutine, mais 15 jours avant le début de la guerre en Ukraine, un certain nombre de décideurs, de banquiers, de ministres, de gens de la Banque de France étaient réunis à l'école militaire pour essayer de voir comment on allait pouvoir sauver la BITD française parce qu'elle était en train de perdre toute capacité de financement de flux, financement d'actifs et d'equity. Donc là, ça c'est un vrai sujet. Ensuite, nous on travaille sur l'oil and gas, on est aussi au Nigeria et on construit des navires à passagers qu'on appelle des crewboats pour l'offshore pétrolier. Aujourd'hui, il n'y a plus une banque qui finance ce genre de navire. C'est terminé, c'est pas propre, donc on finance plus. Donc les seuls financeurs aujourd'hui, c'est des gens du Moyen-Orient et éventuellement des financeurs asiatiques. Et on a exactement le même problème à la pêche, parce qu'aujourd'hui, au-delà des difficultés de la pêche, c'est pas non plus un secteur très favorable. Et donc entre pilleurs des mers, les pêcheurs, pollueurs dans l'oil and gas, et puis la défense, où là, on a été qualifié aussi de marchand d'armes, et ben, tout ça fait que le financement pour ces activités et ces produits aujourd'hui, c'est un vrai problème. Alors je ne sais pas si Laurent, tu as les mêmes difficultés sur les paquebots, parce que je pense que là aussi il y a quelques questions qui peuvent se poser. Alors oui, plusieurs choses. Sur le financement, alors d'abord, des investisseurs en construction navale, alors ça il faut les trouver. Le secteur n'a pas bonne réputation. Alors même que, pour un certain nombre, on arrive à avoir plutôt des situations qui ne sont pas si mauvaises que ça, mais après 20 ans ou 30 ans de crise et puis de dégringolade, il n'y a pas grand monde qui veut regarder de notre côté. Donc il faut se débrouiller tout seul. Au passage, quand même, chantier de l'Atlantique, en 10 ans, on a investi 400 millions d'euros, où on a tout autofinancé. Parce qu'en plus, alors maintenant on est État, alors il ne faut pas demander non plus à l'État de nous donner de l'argent pour nos investissements. Bon, maintenant qu'on a compris, il faut passer par l'autofinancement. Donc ça c'est pour la partie chantier naval. Pour ce qui est du financement de notre activité, les armateurs ils achètent tous à crédit, donc il faut leur trouver des financements. Et évidemment, quand la taxonomie
qui est animé quand même par un certain nombre de gens qui sont contre la mondialisation et qui n'ont rien trouvé de mieux que pour lutter contre la mondialisation, d'empêcher de construire des bateaux, hein, parce qu'il ne faut pas se raconter de blagues, c'est quand même ça. Et ben donc effectivement, moi j'ai des banques aujourd'hui qui disent bon, on n'a plus envie de financer votre activité. Alors là, moi j'ai des clients américains qui disent oh, c'est pas grave, on va vous trouver des banques américaines. Hein. Et là, on voit comment on est encore en train de se tirer des balles dans le pied. Voilà, ça c'est pour la partie financement. Sur la partie, je voudrais revenir sur le protectionnisme. Alors, je suis d'accord avec toi, le protectionnisme américain a tué la construction navale américaine. Hein. Alors, c'est même pire aujourd'hui. C'est que l'attraction du secteur est telle que même la construction navale militaire n'arrive plus à trouver de gens pour faire la construction navale militaire. À tel point qu'un amiral américain, dont je ne me souviens plus du nom, a dit si ça continue comme ça pour lutter contre les Chinois, il va falloir demander aux Chinois de construire nos bateaux militaires. Ils cherchent des investisseurs coréens. Oui, voilà. Et ils se rapprochent des Coréens. Alors, je crois que aujourd'hui, l'Europe n'est pas très unie, et c'est ça qui peut faire qu'un protectionnisme européen peut ne pas être mortifère. Parce que dans un protectionnisme européen, Vincent, il va continuer à se battre contre les Espagnols, et contre les Polonais, et contre tous les autres. Il y aura encore une compétition en Europe, tant que l'Europe n'est pas plus unie. Et donc, personnellement, je ne pense pas qu'un protectionnisme européen serait mortifère. Bertrand, tu as une idée là, parce que toi, tu... Il ne s'agit pas de relancer la construction navale en France, comme disaient nos amis qui sont au carnet de commandes extraordinaires. Ils arrivent à produire, à livrer les bateaux, ce qui est important dans ce métier, parce que si on ne voit pas, ça ne peut pas marcher. Sous un angle aussi un peu marché, je rejoins un peu, souvent le marché, en fait, je pense qu'il faut vraiment prendre l'initiative d'aller voir les collègues européens, c'est ce que tu viens de dire en fait. Et parce que nous on voit des trucs, hein, on est dans nos points de vue qui sont des points de vue à la fois d'insider et d'outsider, parce qu'on est toujours en train de courir sur la planète pour faire des bateaux. On reste hexagonaux, quoi. Quand on peut hisser le drapeau et qu'on peut faire quelque chose d'intéressant pour le pays, on aime ça. Et surtout quand on lit au travers de l'Europe. Je pense qu'il ne faut peut-être pas penser tout de suite sous forme de protectionnisme. Il faut d'abord aller chercher les capacités là où ils sont ensemble, avec des gars qui sont aussi motivés. Il y a toujours les aspects humains, culturels, on ne se ressemble pas, on n'est pas fait pareil, mais bien. Enfin, vous connaissez la Pologne par exemple, la Croatie, on va en parler. Donc là, oui, vraiment, moi je vois quelque chose de ce côté-là, c'est-à-dire vraiment jouer, se serrer les coudes au plan industriel avec, sans doute, ça c'est le point de Vincent qui a un énorme point, c'est-à-dire arrêter d'avoir toujours des types, des règlements qui vous tirent en arrière ou qui vous obligent à regarder à gauche quand vous êtes juste allé tout droit. Ça c'est important pour tout le monde. Il ne s'agit pas de dire qu'il s'agirait de le faire, alors là, c'est encore... Et puis, il ne faut pas oublier que la géopolitique aujourd'hui nous inquiète beaucoup, mais elle peut aussi nous apporter des opportunités, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Quand on remplit les carnets de commandes, ça peut donner des idées. Je pense que, et toute l'initiative, elle doit vraiment venir de ce côté-là, c'est-à-dire des industriels, il faut y aller, quoi. Et on n'est pas fini en Europe, hein, c'est pas du tout la fin du monde. Hein. Je veux dire, même si on a toute cette histoire de réglementation, on cherche, on se demande qu'est-ce qu'il faudrait protéger, qu'est-ce qu'il faut subventionner. Les Américains n'ont plus de construction navale. Il n'y a plus rien. J'étais avec des Américains hier soir, on en a reparlé parce qu'ils viennent de là, on peut dire qu'ils sont sous la table. Ils ne savent même pas comment faire ce qu'ils faisaient il y a 10 ans. Et encore il y a 10 ans, ils n'étaient pas bien forts. Alors, ça va se jouer par l'industrie, par l'offre. Parce que la demande, elle est là. Et on peut aller la chercher, y compris la demande en Europe, hein, de nos clients. Alors, et puis, dernier point que je voudrais quand même dire pour tout le monde ce soir, c'est je trouve vraiment un débat passionnant, j'ai avec les collègues, c'est qu'évidemment en France, on a un défaut, c'est même pas un défaut, c'est simplement la résultante de l'histoire, et ça on ne pourra pas changer en 24 heures, 48 heures, ou 4 ans, ou 10 ans, on pourra toujours essayer peut-être d'intellectualiser si c'est l'histoire, là je regarde Francis, c'est qu'on n'a pas d'armateur. En France, je suis désolé de le dire, on n'a pas assez d'armateurs, on n'aura pas cet écosystème qu'on a eu autrefois, donc il faut jouer sur autre chose, parce qu'on a autre chose à jouer.
Et donc, comme on n'a pas l'écosystème des Norvégiens que tu connais bien, de nos amis néerlandais, je veux dire, qui ont cet écosystème-là, il y a toujours une traction, il y a toujours quelqu'un pour investir un dollar, pour faire un bateau chez soi, à côté de chez soi, avec le voisin, etc. Ça, on n'a pas, donc il faut penser un peu au fond. Bon, comme on n'a pas d'armateur, Gaël, tu veux dire deux mots? Alors pour apporter un petit peu de lumière dans ce monde sombre, pour les rares armateurs français qui survivent, et j'en ai parlé tout à l'heure, le contexte du renouvelable est un contexte attractif en termes de marché, parce que justement il bénéficie du côté sombre que Vincent a cité, du oil and gas, voilà, et que l'on a cité sur le Big Transport. Et donc on trouve des financements, et pour nous, les financements sont un facteur de compétitivité efficace aujourd'hui sur le marché. On a d'autres sujets structurels moins attractifs, donc si on prend segment par segment, un bateau sur ces projets c'est pas très compliqué, il y a une partie CAPEX, une partie OPEX, une partie financement. Sur la partie CAPEX, j'ai décrit, voilà, il y a des vrais enjeux de compétitivité. Sur la partie OPEX, on a parlé de courir dans la construction, dans la marine, même si on est aidé quand même par les exocharges, c'est quand même pas génial, mais voilà, donc il faut vraiment être malin sur la façon d'organiser les navires. Et puis il y a des financements, et les financements sont pour nous un facteur intéressant de compétitivité, et on trouve des partenaires financiers pour nous accompagner. Je parle de ces profils de projets innovants dans le renouvelable. Et pour cette partie-là, ça marche pas mal quoi, en France. Voilà. Il faut aussi dire les choses quand elles fonctionnent, et pour nous, ce côté-là, c'est plutôt pas mal. Une autre question? Timothée Monnier du GICAN. Peut-être une question pour nos chantiers sur parce que ce qui a été esquissé un peu, c'est cette capacité d'acheter des infrastructures ailleurs et pouvoir être compétitif grâce à ça. Et donc justement en termes de métier de la construction navale, en fait, quel est où se situe la compétence en fait? La compétence, qu'on a beaucoup parlé de ces compétences, est-ce que c'est le bassin d'emploi local lié à l'infrastructure, donc au chantier en lui-même, et dans quelle mesure ça peut être mutualisé? Voilà, c'est-à-dire que le niveau holding chez Piriou, quel est son apport, on va dire, technologique, technique, de bureau d'études, on en a parlé un peu, et on voit les stratégies de Fincantieri par exemple, ou d'Amen, qui ont des infrastructures partout dans le monde, et voilà, et Chantiers l'Atlantique qui lui est très attaché à Saint-Nazaire. Voilà, dans quelle mesure est-ce que c'est historique, ou est-ce qu'il y a aussi des raisons autres? Merci. Alors, d'abord, c'est une question qu'on se pose régulièrement. Fincantieri, c'est pas une réussite. Fincantieri, ils perdent de l'argent. Oui, c'est une réussite en termes de communication. Ils sont tous les jours dans la presse en disant qu'ils sont les meilleurs. Mais ils perdent de l'argent, ils livrent leur navire en retard. Non, je sais que... mais c'est pas une grande réussite. Et alors c'est d'abord le conglomérat des chantiers italiens, ça fait 20 ou 30 ans qu'ils sont ensemble, ils n'ont pas encore réussi leur unification, et ils se battent encore entre eux. Alors on dit ils en ont ailleurs, il y a beaucoup qui leur a été ramené par Vard. Et Vard, par contre, c'est une société qui a beaucoup mieux réussi le fait d'être un peu partout, de même que Damen. Et ça, ce sont deux beaux exemples de gens qui ont une vision mondiale de leur construction et qui ont réussi. Alors, ils étaient sur des navires, sur des types de navires où ils arrivaient à concevoir des séries, à faire de la customisation rapprochée par leurs clients. C'est assez génial ce qu'ils ont fait, mais c'est, à mon avis, lié à des types de navires où on peut arriver à appliquer ces idées-là. Et autre point, ensuite, en construction navale, finalement, ceux qui réussissent, c'est ceux qui arrivent à faire des grandes unités industrielles au même endroit. Et les Japonais, ils se sont fait bouffer par les Coréens, quand les Coréens, ils ont commencé à faire des chantiers plus gros que les Japonais. Et quand les Chinois sont arrivés dans la compétition, ils ont tout de suite fait des chantiers de la taille au moins des Coréens. Il y a un facteur d'effet de taille au même endroit
qui est majeur en construction navale. Et ça, on peut le lire, je dirais, dans des gens qui étudient le business de la construction navale et qui ont bien repéré, au moins pour les grands navires, cet effet de taille du chantier et de concentration du chantier. Et je le répète, il y a au moins 2 sociétés dans le monde qui ont prouvé que pour des navires de taille plus petite, on pouvait faire autrement et y gagner un avantage compétitif. Bon, bah nous, on regarde ça, puis on se dit, bah, qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas la réponse. Vincent, tu veux dire quelque chose? Je peux rajouter, alors je peux déplorer que tu n'aies pas exploré le modèle Piriou, mais en fait, on a des modèles, nous, quand même assez différents. Soit on s'implante directement dans le pays et du coup, on construit, on répare sur le pays, mais on a aussi un modèle intermédiaire qui se développe beaucoup en ce moment, mais qui est aussi usité par les chantiers de l'Atlantique. C'est la construction de blocs ou de coques dans des pays à faible coût de main-d'œuvre, et on garde, et d'ailleurs les Norvégiens font ça aussi, et on garde, je dirais, toute la partie armement, pour notre chantier à Concarneau. C'est un modèle qu'on travaille beaucoup en ce moment sur un projet qui est le projet de guerre des mines. Et là où précédemment on faisait 80% du bateau, en propre, en interne à Concarneau, on arrive sur des modèles où finalement on ne fait plus que l'armement, c'est-à-dire à peu près 20 à 30% du bateau, et les activités moins chères sont sous-traitées à l'extérieur. Et tant qu'à faire, on a acheté le chantier qui le fait en Roumanie. Donc c'est aussi un modèle qui fonctionne, Laurent. J'irai nous aussi, on fait un petit peu. Hein. Aujourd'hui, 10% de notre coque métallique, elle est faite essentiellement d'ailleurs en Pologne, hein, avec là on voit un intérêt fort, c'est-à-dire qu'en fait, en faisant 10% de coque métallique en Pologne, on a doublé notre chiffre d'affaires. Donc on a pu utiliser un effet de levier important, parce qu'on était limité par notre capacité de construction de coque métallique. Alors par contre, Vincent, je ne sais pas comment tu fais, mais moi aujourd'hui, quand je construis en Pologne, c'est plus cher qu'à Saint-Nazaire. C'est pour ça qu'on a quitté la Pologne et qu'on est maintenant en Roumanie. Et c'est aussi pour ça, Vincent, c'est aussi pour ça qu'on ne voit plus les Polonais quand on leur demande de faire des prix sur des bateaux offshore, par exemple. Ils ne sont plus là. Je crois que c'était une question, oui. Une dernière. Merci. Peut-être c'est plus pour Bertrand Penville sur le côté marché justement. En fait, parce qu'en gros la question se pose vraiment en France, on en a beaucoup discuté aujourd'hui un certain nombre d'assets, mais en gros il y a une histoire de stratégie civile, c'est-à-dire qu'autant sur le volet militaire, ça a été rappelé, il y a la programmation qui est là, mais sur le volet civil, en fait, il n'y a personne qui guide vraiment la stratégie, et donc peut-être c'est peut-être en écoutant plus ce que les marchés nous disent, et là où ils sont prêts à payer les clients, et ça, de vous, comment vous voyez ça sur ces évolutions de marché? Est-ce que le Made in Europe a une valeur particulière sur ces bateaux qui vont partout? Comment se positionner cette industrie française sur des marchés? Merci beaucoup. On va aller assez vite parce que je prends pas le temps. Vas-y. Il faut avoir une offre. Je reviens toujours à la base, c'est-à-dire qu'il faut avoir une offre. Si Vincent ou Laurent n'ont pas la capacité, si on prend un bateau par exemple, comme ceux qui viennent en ce moment, c'est-à-dire que c'est des bateaux de construction fortement armés, avec beaucoup de choses à l'intérieur, c'est pas des couteaux suisses, mais ça vient quand même. Ou alors les Ropax ferrés sur lesquels il y a quand même des effets d'entonnoir terribles, puisqu'ils sont partis en chute, comme tu disais très très justement tout à l'heure. Donc il faut avoir une offre. Et je pense qu'une nouvelle fois, on peut. Moi, je ne suis pas qualifié pour commenter ce que peut faire l'État en termes, je dirais, réglementaires, incitatifs à l'échelle française ou européenne. Je n'ai pas les qualifications qu'il faut pour essayer d'évaluer. En revanche, ce dont je suis assez convaincu, je ne suis pas le seul dans ma maison, on en parle depuis de nombreuses années. Déjà, quand j'ai commencé avec Francis, qui est un grand ancien, m'a éduqué dans le métier, on en parlait, c'est l'initiative des industriels. S'ils le sentent, ils ont des backlogs extraordinaires en ce moment. Vraiment, moi je suis content d'entendre ça parce que je me souviens quand j'ai commencé, on se demandait toujours de quoi serait fait le lendemain.
Donc il faut avoir une offre. Et pour faire cette offre, il faut mettre derrière tout ce qu'ils mettent tous les jours pour pouvoir construire l'objet. C'est-à-dire une facilité, les gars, le financement dont parlait Gaël, parce qu'il a raison, dès que c'est un truc qui n'est pas green, il n'y a plus de banque pour financer. J'étais avec une banque à Londres la semaine dernière qui fait encore du FPSO, mais aujourd'hui ils font descendre les pétroliers avec eux dans le financement et ils s'indiquent toujours avec les mêmes banques et c'est toujours les mêmes clients. Donc on est vraiment dans cette initiative des industriels. Il n'y a que ça qui, pour moi, parce que c'est eux qui savent. Ils savent qu'en Pologne c'est plus cher que chez eux, mais ils ont besoin du Polonais pour aller intégrer leur paquebot. Vincent, quand il va en Roumanie, il sait que son coût est plus bas, il sait à quel prix il va vendre son bateau, il va essayer d'en pousser un autre. Donc ça c'est le premier point. Et dernier point, et je suis sur ce thème-là demain, je vais voyager demain encore, il faut qu'on convainque nos clients. Alors là on est peut-être tous ensemble, parfois ils ont les leurs, on a les nôtres, il faut qu'on se croise, mais il faut qu'on arrive à convaincre le client d'arrêter de dire que leur bateau est absolument exceptionnel et qu'ils en veulent qu'un. C'est-à-dire qu'il faut être un petit peu, il faut qu'ils soient un tout petit peu plus dans la cette plaie, j'ai encore un témoin dans la salle ce soir, en disant si on en veut un, on en veut peut-être 2 ou 3. Pourquoi? Parce que derrière on peut faire un programme. Le chantier naval, il va faire son programme, il va essayer d'étaler ses ressources, même si c'est pour livrer dans 3 ou 4 ans, je ne parle pas de militaire. Le militaire ça prend des années, il va changer 10 fois les équipements dans les bateaux. On fait un bateau. Aujourd'hui on est sur des délais de 3 ans, voire 4 ans même parfois. Et ils peuvent programmer leur chantier et ils sont là pour ça. C'est leur métier de base, c'est vraiment le séquençage, la programmation. Il faut que tout soit chronométré au millimètre, mais il faut qu'ils puissent voir le projet et qu'ils puissent donner une visibilité économique. Donc si on a une offre, il faut qu'on ait des clients qui puissent jouer le jeu et viennent avec cette demande. On voit bien que l'Espagne en ce moment, je voudrais peut-être finir là-dessus parce qu'on va tous en vacances en Espagne une fois dans sa vie, les Espagnols ils sont en train de se... Il n'y a plus que 2 ou 3 survivants en Espagne, c'est pas normal. Quand on voit d'où ils viennent et ce qu'ils faisaient, et ce sont des concurrents directs de Vincent pour certains, qui sont en train de manquer de ressources complètes, mais je pense qu'il faut passer la frontière, il faut aller regarder de l'autre côté, il faut continuer, il faut prendre l'initiative du côté industriel, ça c'est fondamental. Pour ce qui est du rôle de l'État, franchement, je ne suis pas qualifié. Merci beaucoup Bertrand. Et donc, je vais laisser la parole au président. Ce que j'ai observé, bien sûr, mais aussi un peu agi dans ma carrière, je pense qu'aujourd'hui, à la question, y a-t-il une perspective de reconquête et de développement de la construction navale civile française, ce que j'observe, c'est oui, probablement, mais peut-être en renversant la table. Quelques chiffres. Aujourd'hui, parce que nous vivons dans le monde armatorial un changement majeur, parce que les nouvelles normes sont devant nous, sont presque derrière nous, je pense à l'IMO 2023, environ 10% de la flotte mondiale va être obligée de s'arrêter. On va nous retirer, je dis forcément par rapport à ma carrière, on va retirer aux armateurs leur permis de navigation, pas loin de 10% de la flotte mondiale. Nous voyons une flotte qui vieillit, une flotte qui doit se verdir incontestablement. Nous voyons des zones qui se transforment, je pense notamment à la Méditerranée, donc avec effectivement des passages au CK, c'est-à-dire changement de combustible drastique. On a vu les conséquences ailleurs. On voit effectivement des taxes qui arrivent de façon massive également, les fameuses ETS à l'échelle de l'Europe. Imaginez, parce qu'entre 80 et 100 $ chaque tonne de CO2 émise par les navires, de tous les armateurs pour le coup, qui vont être obligés d'être payés. Ça y est, on commence. Ça a commencé cette année, 1er janvier, 40%, l'année prochaine 70%, et en 2026, 100%. Des émissions des navires qui vont naviguer autour de l'Europe, et 50% des navires qui vont venir de l'étranger, y compris de Chine. Donc on voit là un mouvement massif, mondial. Il va falloir changer 100% de la flotte mondiale très vite, incontestablement. Bien sûr, l'offshore, bien sûr des nouveaux marchés. On parlait des éoliennes en mer, mais tous les navires. Les vraquiers, les pétroliers, les porte-conteneurs, très très peu sont aujourd'hui. On a la chance d'avoir ce champion mondial, bien sûr, qui est très enclenché quelque part par rapport à ce mouvement, mais c'est que le début de l'histoire. Et sans compter effectivement certains secteurs, et je vais vous donner juste un exemple, que pour le coup j'ai observé tout à fait récemment, en étant un des petits acteurs pour le coup, mais quand même, la Méditerranée. Donc en mars
prochaine, donc on va passer en zone CK. Donc c'est-à-dire que tous les navires aujourd'hui qui brûlent du 350, qui font passer tout ça dans leur scrubber, j'invite ceux qui peuvent regarder ce que c'est qu'un résidu scrubber, une vraie horreur. Pour ceux qui aiment la mer et l'océan, je peux vous dire que c'est une vraie horreur. Souvent boucle ouverte. Et bien cette Méditerranée, aujourd'hui, il y a 300 ferries qui parcourent la Méditerranée. Moyenne d'âge, 28 ans. Ces bateaux sont à changer de façon urgente. Pas parce qu'il faut respecter effectivement bien sûr ces normes qui arrivent, qui sont là devant nous, mais y compris pour des questions sociétales. Ces navires qui crachent leur fumée sous les fenêtres des populations littorales, de l'ensemble de ce bassin méditerranéen, alors certains sont plus sensibles que d'autres, mais à un moment, comme dans d'autres secteurs, sur la croisière, d'autres problématiques, on va voir qu'effectivement, ces modèles vont être rejetés, sociétalement parlant. Mais ces modèles vont aussi se fracasser au niveau économique. Donc, cette flotte mondiale, aujourd'hui, qui doit être reconstruite, verdir, elle doit être verdite, alors je peux le dire. Elles doivent urgemment, effectivement, changer de modèle. Ce sont des chantiers dans le monde entier qui doivent les construire, c'est-à-dire, pas le choix. Malheureusement en France, je pense qu'effectivement, le point de non-retour est franchi dans beaucoup de domaines. Certains secteurs peuvent encore, grâce à vous. Et je note 3 fois le chiffre d'affaires en quelques années chez Piriou, bravo. 2 fois au chantier de l'Atlantique, bravo. Comme quoi il se passe quelque chose. Mais c'est le début de l'histoire. C'est probablement le début de l'histoire que nous allons vivre dans les prochaines décennies. On réfléchit à 2025, demain. En 2000, c'était il y a 25 ans. On réfléchit maintenant à 2050, 100% de la flotte mondiale doit être décarbonée, le net zéro. Dans 25 ans. Il n'y a pas les chantiers, soyons honnêtes. En France, on va en parler, mais même dans le monde. Il y a 15 ans, il y a environ 700 chantiers dans le monde, y compris les Chinois, qui étaient capables de construire ces navires. Aujourd'hui, c'est 300. La capacité mondiale, PRS pour le confirmer, de capacité de construction de ces navires de plus de 3000 km, c'est environ 1200 navires par an. Il y en a 40 000 à changer urgemment pour répondre à ces questions environnementales, pour répondre à ces changements de modèle économique. Il n'y a pas les chantiers. On voit, qu'on pratique un peu, effectivement, c'est pas Laurent qui va me démentir, qu'aujourd'hui, même les Chinois, des bateaux identiques 3 ans, 4 ans après, c'est plus 50%. C'est 2 ans de plus de construction aujourd'hui. Donc, imaginons demain ce qui risque de se passer. Donc, il y a des perspectives pour la construction navale mondiale, incontestablement. Il faut que nous, Français, mais vous êtes effectivement les fers de lance de ce qu'on peut faire de mieux, doivent agir peut-être en imaginant les choses différemment, que l'on passait forcément. Les modèles, effectivement, de Piriou et d'autres, on peut avoir quelques points de désaccord éventuellement avec Laurent, mais bon, on est habitué depuis toutes ces années. Par contre, on a tous, effectivement, un objectif commun, c'est que la France tienne son rang. De façon peut-être différente, bien sûr. On ne va pas réarmer les chantiers du Havre, dommage, qui est disparu, ça clairement. Les ACH, malheureusement. Même si on y a imaginé, et ailleurs aussi, la SFCN aussi, donc les paquebots à voile, il y a presque 30 ans, donc on était très en avance, on était très au bout du jour à cette époque-là, et aujourd'hui ça repart, en partie grâce à des excellentes initiatives, je pense à Solicel, ce qui est en train de se passer à la Bastère, pardon. Donc il y a beaucoup de choses qui vont dans le bon sens. La France peut tenir son rang, les perspectives sont énormes. On doit trouver des bonnes formules, différentes options, et ça sera compliqué. Les financements sont essentiels. La solidarité économique, bien sûr, entre acteurs français. On va essayer, souvent c'est très compliqué, n'est-ce pas? Beaucoup de choses, effectivement, à imaginer. Cette naïveté industrielle, je pense qu'effectivement, et pas à l'échelle de la France, à l'échelle de l'Europe, regrouper nos forces. Et peut-être que, à savoir, il y a quelques années encore, le chantier atlantique était coréen et Maillard Verte était privé. Aujourd'hui, comme les Italiens, le chantier atlantique et Maillard Verte, ce sont des chantiers d'État. Les actionnaires sont les États allemands, français, italiens, forcément, est-ce que là, c'est pas une opportunité aussi? Est-ce que là, ce qu'on a tous rêvé, cet Airbus de la construction navale et réparation civile et militaire, pourquoi pas? Est-ce que c'est pas le moment de renverser la table et d'imaginer des choses complètement nouvelles, parce que les perspectives sont évidentes.
Les besoins sont gigantesques. C'est la marine marchande mondiale qui est à reconstruire très très vite pour tenir nos échéances. Ce sont des points d'interrogation, ce sont des questions. Pas de chance pour vous, vous ne pourrez pas y répondre aujourd'hui, mais par contre, on espère tous vous revoir très prochainement, sous d'autres formats, pour pouvoir effectivement apporter les réponses à ces interrogations. En tout cas, félicitations pour tout ce que vous faites. Je peux en témoigner. Je l'ai vécu aussi, avec malheureusement des chantiers qui ont disparu. Effectivement, je parlais des SFCM tout à l'heure, ou le Rouelot, effectivement à Saint-Malo également. La réparation navale, beaucoup à faire aussi, beaucoup. Je vois ce qui se passe à Marseille, sous les fenêtres dans la forme 10, il y a quand même des choses extrêmement intéressantes aussi. En tout cas, l'Académie de Marine a été passionnée par ce que vous avez dit. L'Académie de Marine apportera peut-être aussi, sous une certaine forme, une contribution dans le cadre de nos travaux à venir sur votre propre problématique. Et en tout cas, l'Académie de Marine sera ravie très prochainement, après quelques mois d'attente, sûrement, peut-être sur un format différent, de vous revoir, parce qu'on a encore beaucoup de choses à se dire. Et merci en tout cas pour la qualité et votre franchise également, et bien sûr la qualité de vos interventions. Merci à vous.